sessions d'accompagnement. Les deux sessions d'accompagnement, c'était vraiment, on revenait sur la thématique qui a été échangée lors des sessions plénières et au cas par cas, on voulait que chacun puisse appliquer à sa propre personne ce qu'il a appris en session plénière. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à passer à l'action et maintenir le cap qui est la thématique d'aujourd'hui, on a des personnes qui on a des personnes qui ont écrit leur vision déjà. On a retravaillé cette vision en session d'accompagnement et maintenant, on va leur partager les clés. Hein. On va vous partager les clés sur comment est-ce qu'on passe à l'action, mais pas seulement passer à l'action et maintenir le cap, qui est la thématique d'aujourd'hui. Alors, j'ai rapidement cité les thématiques que nous avons abordées précédemment. Et comme je le disais dans une de mes vidéos récapitulatives, si on a fait tout ce parcours-là, on se connaît un peu mieux, on s'assume et on décide de se surpasser. On a écrit notre propre vision, on s'est rassuré que cette vision est saine et spécifique, mais en plus, on a réussi à décliner cette vision en objectifs et plans d'action réalisables. Maintenant, la prochaine question, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour passer à l'action. D'où l'intérêt de la thématique d'aujourd'hui. Il nous a été donné parce qu'on fait, on fait un peu dans l'accompagnement en management personnel et organisationnel. Il nous a été donné de constater chez beaucoup de personnes qu'on peut avoir de bonnes intentions, on peut avoir de la bonne volonté, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Ce sont des questions qu'on peut se poser. J'espère au moins que ceux qui ne nous rejoignent qu'aujourd'hui, la thématique vous a intéressé parce que à l'intérieur de vous, dans ce que vous savez que vous pouvez accomplir, vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a un frein et vous voulez lever ce frein ou tout au moins avoir des connaissances sur qu'est-ce que je peux appliquer pour pouvoir lever ce frein et passer définitivement à l'action. Même si vous n'avez pas fait les sessions précédentes, cette session peut vous intéresser et je prie vraiment qu'à la fin de cet atelier, que chacun d'entre vous ait ce que j'appelle souvent une sainte colère pour se dire, cette fois-ci, je ne vais plus rester sur place, je vais me mettre en mouvement. L'avantage avec cette session, c'est que c'est la dernière, mais je veux aussi la préciser. Malheureusement, sur cette session, on n'aura probablement pas des sessions d'accompagnement, sauf si les membres du groupe WhatsApp insistent, mais normalement, on n'aura pas de session d'accompagnement sur celle-ci. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de poser le maximum de questions au cours de cette session. Les personnes qui ont été invitées sont des personnes qui ont appliqué pour l'une des choses qui paraissent simples. Mais je dois vous dire la vérité, pour que les ateliers pratiques d'ABS voient le jour, Judith Madeleine Tuente, qui est la première invitée, m'a beaucoup boosté. Et c'est avec sa méthode, en fait, que j'ai travaillé à mettre sur pied les ateliers pratiques d'ABS qui sont quasiment à la fin. Et parce que je crois en la spécialisation des compétences, je pourrais parler de ce dont elle va parler, mais je ne préfère pas. Je préfère qu'elle le fasse elle-même parce qu'elle m'a aidé à l'appliquer et sûrement elle saura comment le partager avec vous pour vous montrer ce que vous pourrez appliquer pour passer à l'action de manière efficace. Le deuxième invité de ce soir, je l'ai rencontré parce qu'il a écrit un ouvrage sur la procrastination. Son ouvrage était intitulé « Le cerveau du procrastinateur ». Je l'ai rencontré parce que j'achetais ce livre. Il est coach en performance cérébrale et un coach certifié en performance cérébrale. Et c'est avec lui que j'ai appris que vous n'imaginez pas combien est-ce que votre cerveau peut soit collaborer avec vous, soit vous alourdir. Ce sont deux personnes qui, je pense, ont fait leur preuve, du moins à mon niveau, pour pouvoir booster et passer à l'action. Mais pas seulement passer à l'action, ne pas abandonner lorsque vous avez déjà commencé. Donc, moi, je ne vais pas beaucoup parler, un peu comme la session précédente. On a deux invités. Les ateliers pratiques d'ABS, c'est généralement 1 heure de présentation et environ 1 heure de questions, réponses, d'échanges et de partage. Donc, je ne vais pas trop tarder sur ma personne. Si vous avez des questions me concernant, concernant ce qu'on a fait au préalable, concernant autre chose, vous pourrez me poser toutes ces questions lors de la phase des questions-réponses et poser également le maximum de questions
aux invités de ce soir parce que après aujourd'hui, je ne pense pas que vous les aurez encore. Mais si, vous pourrez les suivre sur leurs différentes pages. Je pense Facebook d'abord, hein, c'est là où je sais qu'ils sont présents. Je pense que Judith est présente également sur TikTok. Mais il y a toujours un moyen. Il suffira de nous poser la question. On pourra vous référencer sur comment est-ce que vous pouvez les trouver pour qu'ils puissent continuer de vous aider en profondeur. Mais ABS se tient aussi à votre disposition. Du coup, je ne vais pas tarder et je ne vais pas mobiliser la parole. Ceux qui savent qu'on a l'habitude de les attendre, pour aujourd'hui, ils vont se rendre compte qu'on a avancé un peu plus vite. Et j'espère vraiment que la phase questions-réponses sera riche, qu'on pourra avoir les réponses au maximum de questions et qu'on pourra d'abord poser le maximum de questions. Ma prière est qu'à la fin de cet atelier, que chacun d'entre nous décide et ait reçu les clés pour passer à l'action. Vous savez, 2024 n'est pas encore fini. Nous sommes au second semestre. C'est pourquoi la thématique au mois de juillet, pour moi, elle est pertinente. Si vous prenez en compte ce qui sera dit ce soir, vous pouvez donner une réorientation à votre fin de l'année 2024 et être fier de vous-même à la fin de cette année. Du moins, je prie que ce soit ainsi pour chacun d'entre nous. Alors, bienvenue. C'était Yolène Raïs Santama-Kepor, directeur général du cabinet Azira Business Solutions, qui est l'hôte des ateliers pratiques d'ABS. Je crois que Judith Madeleine, tu as été la première invitée. Elle est déjà connectée. Je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même parce qu'elle a un battement, elle a beaucoup de battements de cœur. Je vais la laisser se présenter elle-même et vous faire la présentation qu'elle a eue en réserve pour vous ce soir par rapport à passer à l'action et maintenir le cap. Lorsqu'elle aura terminé, je vais juste revenir pour introduire le deuxième invité qui sera le coach, moi je l'appelle Joe Brain. Je vais juste l'introduire et y prendre la parole. Et à la fin de ces interventions, on aura la phase des questions-réponses. Je vous souhaite un excellent moment avec nous. Moi-même, j'ai mon bloc-notes et j'espère qu'il en est ainsi pour chacun d'entre vous. Judith, si tu es déjà connectée et si tu es prête, je te passe la parole. La régie, si vous pouvez l'épingler, s'il vous plaît. Merci d'avance et à tout à l'heure. Alors, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est, c'est un réel privilège pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère que je me fais bien entendre, j'espère que le son est bon. Je tiens ce soir tout d'abord à remercier la directrice générale de ABS Consulting, celle que j'appelle affectueusement Mom Yolène. Je tiens également à vous remercier, chacun d'entre vous, d'avoir répondu à cette invitation, en fait. Alors, euh, on, on dit souvent, l'enseignement, c'est la mère de... On ne le dira pas assez. Ce soir encore, on va encore rappeler quel est le thème de cet atelier, c'est passer à l'action et maintenir le cap. Donc, à ce sujet, j'ai à cœur vraiment de partager avec vous une clé qui m'a beaucoup aidé et je souhaite vraiment que cette clé-là vous aide également. Je vais commencer par une parole qui m'a marqué d'un auteur qui dit « Quoi que l'on apprenne, quelle que soit la stratégie ou la tactique que l'on emploie, l'effet cumulé est la voie du succès. » Alors donc, vous l'avez compris, cette parole-là est de l'auteur qui a écrit le livre Effet cumulé. Il s'appelle Darren Hardy. Donc, ce soir, nous allons beaucoup nous appuyer sur cette parole. Donc, nous allons échanger particulièrement sur la puissance de cet effet cumulé-là. Donc, quel est l'objectif de cet échange? L'objectif, c'est vraiment d'amener les uns et les autres à emprunter consciemment ce que moi j'appelle la voie de la réussite. Plus spécifiquement, il sera question d'abord de retrouver le repos et enfin, et par la suite, d'atteindre ses objectifs. Retrouver le repos, pourquoi? Parce que je
Ok, je pense qu'elle a eu des soucis de connexion. Ok, donc je pense que je me suis reconnectée là. Ok, Alors, vous m'entendez? oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, j'étais en train de dire retrouver le repos parce que moi, personnellement, je ne crois pas forcément à toutes ces techniques, toutes ces clés qui sont très souvent partagées et qui consistent pour la plupart à retrouver une solution abracadabra. C'est-à-dire 5 jours, par exemple, pour perdre 50 kilos, ce genre de choses. Donc, nous allons devoir accepter tout au long de cet échange que corriger un certain nombre de choses, ça va prendre du temps. Donc, il faut savoir se donner du temps. C'est pour cela que je parle de retrouver le repos, parce qu'il est question de retrouver le repos, non pas quand tout va déjà bien, mais dans la tempête, afin de pouvoir avancer. Donc, notre deuxième objectif, c'est certainement d'atteindre ces objectifs, quels qu'ils soient. Donc, on l'a compris, une seule clé pour atteindre ces objectifs, quels qu'ils soient, dans quelconque domaine que l'on veut travailler. Alors, je vais commencer par définir ce qu'on entend par effet cumulé. L'effet cumulé consiste à engranger d'immenses bénéfices à partir d'une série de choix minimes mais intelligents. L'effet cumulé consiste à engranger d'immenses bénéfices à partir d'une série de choix cumulés minimes mais intelligents. Ça veut dire quoi? Pour atteindre un certain nombre de choses, pour atteindre un certain nombre d'objectifs qu'on s'est fixés, il est question, à partir de l'effet cumulé, de faire le choix de poser un certain nombre d'actions qui semblent parfois banales, euh, qui semblent banales en fait, qui semblent banales, mais ces actions posées de façon répétitive dans le temps, va vous surprendre par ses résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les principes de l'effet cumulé? Ce sont des petits changements qui n'apportent quasiment aucun résultat de façon immédiate. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre par là? Il faut faire des choix et ces choix feront de vous qui vous êtes. Ça veut dire quoi concrètement? La décision, par exemple, de poursuivre ses études à un moment T ou de l'arrêter. La décision, par exemple, d'épouser une personne plutôt qu'une autre personne, de colporter des ragots plutôt que de garder le silence, de prendre un dernier verre, de prendre un dernier verre ou alors de s'arrêter, de faire une dernière prospection ou alors de s'arrêter là. Toutes ces petites décisions, tous ces petits choix que nous faisons au quotidien, nous allons nous rendre compte tout au long de cet échange combien cela peut changer la trajectoire de notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on doit se poser une seule question, c'est quels sont les choix quelles sont les choses que je fais au quotidien, mais que je n'ai pas consciemment choisi. Nous allons en arriver là au fur et à mesure. Mais avant d'évoluer, j'aimerais déjà commencer par partager quels sont les fondements, sur quoi est-ce que je m'appuie pour partager avec vous ces choses ce soir. Alors, il y en a au moins 2 fondements. Le premier fondement, c'est que il y a de cela à peu près 1 an par là, non, qu'est-ce que je dis? Il y a de cela à peu près 11 ans par là, pardon, 11 ans par là, j'ai rencontré une personne. Alors, qu'est-ce que cette personne avait de particulier? Cette personne avait ceci de particulier que depuis l'enfance, cette personne avait été initiée à la lecture, chose que je n'avais pas forcément. Ça fait pas forcément de partie des critères qui m'ont le plus marqué chez lui, mais une chose est de constater que cela lui donnait des compétences que moi, je n'avais pas forcément. Alors, je voudrais dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette personne? C'est que au fil de ces 11 années, ce qui s'est passé, c'est que son effet cumulé à lui, c'est-à-dire d'un certain nombre d'actions qu'il a posées, peut-être inconsciemment ou alors même consciemment, je n'en sais rien, a eu un impact qui m'amène aujourd'hui à
à vous parler de ce que c'est que l'effet cumulé. Quelle est cette action précisément? C'est la lecture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il avait quelque chose qu'il constatait de pas correct à moi, ce qu'il faisait, c'était de me donner un livre. Je n'étais pas une habituée de la lecture, mais petit à petit, je me suis habituée à la chose et avec toutes les autres choses, avec tous les autres éléments qui m'ont accompagné pendant ces années, je suis la personne qui est devant vous ce soir, je suis la personne qui peut partager cette chose avec vous. Alors, cette personne, en toute humilité, c'est mon époux. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie parce que au travers de ces différents livres, il m'a donné un livre qui a basculé ma vie positivement, dans le bon sens. Et ça m'amène au deuxième fondement qui est ce livre en question. Je vais vous le faire voir. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont dans mon environnement, y compris mon Yolène, savent que je les ai harcelés avec ce livre. Parce que si j'ai pu bénéficier de son effet cumulé à lui dans le temps, j'ai pu expérimenter également au travers de ce livre un certain nombre d'actions que j'ai implémentées et qui aujourd'hui portent énormément du fruit. Alors, concrètement, comment passer à l'action? On ne vous le dira jamais assez aux ateliers pratiques d'ABS, un cahier, un stylo. On ne le dira jamais assez. Tout objectif non écrit, c'est un fantasme. Tout objectif non écrit, c'est un fantasme. Donc, il faut prendre la peine de d'écrire. Donc, quel est le point de départ pour passer à l'action? C'est d'abord un cahier, un stylo. Et je pense que c'est ce que les ateliers pratiques d'ABS, c'est qu'au travers des ateliers pratiques d'ABS, on s'est attelé à transférer comme connaissance, comme principe à tenir. Donc, il faut, point de départ, un cahier et un stylo, aussi simple que ça. Et je voudrais quand même préciser à ce niveau que tout dépend de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Moi, par exemple, je suis à l'aise avec mon téléphone. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne peut pas gérer ou améliorer quelque chose qu'on n'a pas mesuré. C'est pour ça qu'avant que nous n'arrivions à cette thématique, il y a eu des thématiques antérieures que mon Yolène a pris le soin de nous rappeler ce soir, notamment se connaître soi-même et tout ça, là, construire une vision, décliner ces visions en plan d'action et tout et tout. Il était question pour un départ d'écrire. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons écrire? Qu'est-ce que nous allons retenir qu'il faut écrire alors qu'il faut passer à l'action? C'est une chose que nous avons déjà intégrée dans le précédent thème, c'est qu'est-ce que je veux concrètement? Ok, j'ai des frustrations dans ma vie professionnelle, j'ai des frustrations dans ma vie familiale, j'ai des frustrations dans tel ou tel autre domaine, mais la vérité, c'est qu'une seule question, c'est qu'est-ce que je veux concrètement? Et ce que je veux concrètement a certainement eu un très grand impact dans la définition de ma vision. Maintenant, dans la définition de la vision, il y a un point assez saillant qu'on a eu à relever, c'est qu'il faut trouver le pourquoi. Pour trouver le pourquoi. Et je reviens sur ce point ce soir parce que on a l'habitude de dire que si vous êtes fixé des objectifs et que vous n'avez pas pu les atteindre, ce n'est qu'une question de volonté. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Pour vaincre vos mauvaises habitudes, il va falloir quelque chose de plus fort que votre simple volonté. Il va falloir quelque chose qui va vous booster, qui va vous forcer à ne pas laisser tomber. Il va falloir quelque chose qui va vous empêcher de retourner à vos mauvaises habitudes. Il va falloir quelque chose qui va vous faire tenir au milieu de la tempête. C'est quoi? Est-ce que vous avez suffisamment, est-ce que parvenu à cette étape, est-ce que vous êtes sûr que vous avez véritablement trouvé le pourquoi? Et je préfère insister là-dessus pour dire que le pourquoi doit être vraiment plus fort que la volonté. Plus fort que la volonté. Donc, tout commence par là. Il faut questionner le pourquoi de la vision.
Et c'est ce pourquoi-là qui va vous motiver à passer non seulement à l'action, mais surtout à maintenir le cap. Tout commence par là. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que si ce point de départ est raté, malheureusement, quel que soit le niveau de volonté, quel que soit le niveau de détermination, on pourra ne pas maintenir le cap. On pourra il est même possible qu'au sortir de ces différents ateliers pratiques d'ABS, qu'on ne passe même pas à l'action du tout. C'est pour ça que ce soir, je reviens insister beaucoup sur le pourquoi. Est-ce que ton pourquoi est suffisamment clair dans ta tête? Est-ce que ton pourquoi est suffisamment intégré en toi de telle sorte que tu sais qu'il vente, qu'il neige, le pourquoi va te tirer à passer à l'action, le pourquoi va te permettre de maintenir le cap. Un exemple que je vais partager avec vous par rapport au pourquoi ce soir, c'est ma vie personnelle. J'ai vraiment cet honneur aujourd'hui de partager cela. Lorsque j'ai intégré, je ne sais pas pour ceux qui connaissent la communauté, lorsque j'ai intégré par exemple la communauté ICC, j'étais, comment on dit, j'étais une personne, j'ai envie de dire broke en fait. J'étais une personne broke. Il a fallu à un moment donné que Dieu vienne mettre dans mon cœur le pourquoi est-ce que je ne devais pas être comme ça pour que je sorte de là. Sinon, ça n'aurait jamais été possible. Donc, c'est ça. Et alors, un autre point que je voudrais préciser, ce sont là vraiment des fondements que nous allons poser ce soir, c'est de garder à l'esprit, une fois que j'ai défini mon pourquoi, que je dois travailler tous les objectifs en même temps. Une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens disent que choisis ce qui te frustre le plus et travaille d'abord dessus. Une fois que tu auras dominé ce qui te frustre le plus, tu pourras passer à l'autre. Ça, ce n'est pas forcément une bonne démarche et mon observation de la société aujourd'hui ne me dira pas le contraire. Il est important de travailler tous les objectifs en même temps. Nous, alors, je disais tantôt, nous avons un objectif principal, nous avons une vie qui se veut et à long terme, mais il va falloir accepter le fait que l'accomplissement parfait de cette vision-là, c'est-à-dire sur le long terme, l'atteindre et trouver l'équilibre que notre être intérieur recherche, va résider dans le fait que, de façon collatérale, Ok. Apparemment, elle a de sérieux ok, problèmes je de suis connexion. revenue. Je sais vraiment pas ce qui se passe, mais en tout cas, je suis revenue. Tant mieux. Donc, je disais qu'il va falloir intégrer le fait que nous devons travailler des petits objectifs. Je prends un exemple pour que nous soyons, pour qu'on essaye de comprendre ce que je veux dire par là. Moi, je suis comptable fiscaliste, je suis entrepreneur. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut me pousser, en fait, à, comment on dit ça? Qu'est-ce qui peut me pousser à tenir, j'identifie autour de moi, au-delà de travailler sur les compétences, au-delà de travailler sur un certain nombre d'actions que je pose au quotidien, qui m'amènent à atteindre le but que je veux atteindre en tant qu'entrepreneur euh, ou alors en tant que salarié. Qu'est-ce qui
quels sont ces éléments dont j'ai besoin autour de moi et qui me gardent à un certain niveau d'équilibre. Par exemple, j'ai besoin qu'à la maison, qu'il n'y ait pas de... Ça implique quoi? Ça implique que pendant que je travaille sur cette vision à long terme-là, je travaille également à atteindre l'objectif de l'absence de tempête, de l'absence je travaille sur, sur cet objectif-là, garder la... Ça va être chaud, hein? Ok, ça va aller. Ça va aller. Euh, donc, c'est ça. Un autre élément que je voudrais relever ce soir, fondement encore, c'est qu'il faut bien calibrer ses valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont ces valeurs-là qui, lorsque ces valeurs sont violées à l'intérieur de moi, les actions que je pose à l'extérieur sont en conflit avec ma personne interne. Donc, c'est ça. Si vous définissez de façon claire vos valeurs, vous allez retrouver, si vous ne définissez pas en fait de façon claire vos valeurs, vous allez vous retrouver en train de poser des actions qui seront en conflit avec vos désirs. On sait tous que ce ne sont pas toutes les personnes qui réussissent, je veux dire, peut-être financièrement de façon extraordinaire, qui sont des personnes heureuses, qui sont des personnes qui sont dans la paix. Donc, il est question de définir clairement ces valeurs. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire pour conclure cette première partie sur les fondements? C'est que l'amour est un incroyable source de motivation. OK. Donc, je disais que l'amour, c'est une incroyable source de motivation, mais la haine aussi, en fait. Donc, pour que on soit sûr, pour que je sois sûr que l'objectif que je vais atteindre, alors que je passe à l'action, je vais l'atteindre de façon saine. Il va falloir que j'intègre ce que je ne veux pas voir, par exemple, ce que je ne supporte pas, la haine pour la pauvreté, la haine pour la maladie, la haine pour l'injustice. Et il faut que ce soit suffisamment ancré en moi pour créer une force surnaturelle. Euh, Maintenant, nous allons passer directement à comment instaurer les bonnes habitudes. Bon, j'aurais peut-être voulu prendre quelques temps pour qu'on échange sur comment déraciner les mauvaises habitudes, mais au final, ce n'est pas important parce qu'en instaurant les bonnes habitudes, on déracine de façon automatique les mauvaises habitudes. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vous ne pouvez pas changer de vie si vous ne changez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. Vous ne pouvez pas changer de vie si vous ne changez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. Quelle est cette chose que vous faites quotidiennement et qui vous savez ne pas être exactement en train de vous amener dans la trajectoire à laquelle vous aspirez? Il faut savoir l'identifier. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour instaurer les bonnes habitudes? Parce qu'après, que j'écoute ce qu'on est en train de se dire ce soir, je me dis non, je vais écrire, je vais identifier, par exemple, dans mes actions au quotidien, quelles sont ces actions-là que je pose et qui tendent à m'amener dans une trajectoire autre que celle que je désire. Concrètement, je l'écris. Après, maintenant, comment est-ce que je fais pour implémenter de bonnes habitudes? Il faut noter une chose, c'est que ce que nous essayons de déraciner aujourd'hui, une mauvaise habitude que j'essaye de déraciner aujourd'hui, elle là, c'est une habitude que j'ai répétée depuis peut-être 20, 30, voire peut-être 40 ans pour certains d'entre nous. Alors, il faut d'abord intégrer le fait qu'il faut mettre du temps pour déraciner. La bonne nouvelle, c'est que pardon, le temps qui sera mis pour déraciner ne sera pas forcément le temps qu'on a passé à répéter cette attitude-là. Alors, une des clés qui m'a le plus marqué et que j'ai tiré du livre de Darren Hardy,
et que je vais partager avec vous ce soir, c'est d'afficher ses objectifs, de les afficher. Il y a très souvent, on dit non, on travaille dans l'ombre, et puis quand tu vas paraître au grand jour, on saura que tu étais un bao et tout et tout. Mais un des principes qui marche le mieux, c'est vraiment d'afficher ses objectifs. Les afficher. Vous, en fait, comment on dit ça? Afficher tes objectifs, nous allons le voir, t'amène à être contraint à les atteindre. À être contraint à les atteindre. Je me rappelle dans le livre, il parle d'une jeune dame qui était sa collègue, qui l'a aidé à abandonner la cigarette juste, juste en affichant ses objectifs. Qu'est-ce qu'il a fait? À la fin d'une réunion, il a juste dit, oh, tout le monde, vraiment, à votre attention, telle personne a décidé d'abandonner la cigarette. Et quand j'ai lu ça, ça m'a bien amusé parce que ce qui s'est passé justement après est spectaculaire. À cause de ça, du fait que désormais, elle sait que tout le monde connaît ses objectifs, ça l'amène à se battre parce que l'être humain, de façon naturelle, a cet instinct-là de vouloir démontrer quelque chose. Donc, ça l'amène à vouloir se battre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il a affiché un tableau dans son bureau où à chaque fois qu'elle passait une journée sans prendre la cigarette, elle cochait dessus et puis il y avait ses collègues-là qui venaient, qui voyaient et qui l'encourageaient. Donc, vous pouvez afficher vos objectifs. Vous avez quelque chose sur laquelle vous voulez travailler. Vous pouvez en parler à vos amis, vous pouvez en parler à la famille, vous pouvez même l'écrire sur Facebook. Il faut savoir comment le faire. La deuxième chose, c'est que vous devez vous trouver un associé, un ou plusieurs associés. Il n'y a rien de plus fort que deux personnes qui marchent main dans la main pour atteindre leurs objectifs. Trouvez quelqu'un qui pourra vous remettre sur les rails. Trouvez un compagnon, celui que j'appelle un compagnon d'excellence. Dans mon cas, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Momiolène. Nous avons une plateforme sur laquelle nous venons chaque début de semaine poser les objectifs de la semaine et tout le monde voit. Je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être son air très, très sérieuse pendant qu'elle fait ses exposés. En tout cas, c'est cette image-là qui me reste à l'esprit après que j'ai posté en fait mes objectifs de la semaine. Non pas que, en fait, c'est comment on dit ça? C'est cette image qui me reste en fait. Donc, quand je viens à la fin de la semaine et que je copie mes objectifs et que je mets le coche vert, je visualise son sourire. Quand je mets le coche rouge, quand je mets la croix rouge en fait, qui est très visible, qui est très flashy là, j'imagine très souvent, elle va rien dire en fait. Mais le fait de le faire, ça m'amène à non seulement me rappeler d'un côté, il y a un objectif qui a été écrit une semaine, 2 semaines, 3 semaines qui revient et que je ne l'atteins pas, mais aussi, il y a aussi ce regard. Ce regard. Alors, à quoi d'autre te sert un associé? Un associé, en temps normal, te motive. Un associé te motive. Par exemple, nous avons Diane qui est vraiment très challengeante en ce qui concerne les formations. On va se dire, par exemple, là, on va faire une formation en telle chose. Moi, je vais commencer, je vais faire peut-être 2 ou 3 modules, je vais brandir mon certificat là et tout. Mais elle va prendre, c'est-à-dire attraper sa formation comme une course. Elle ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Donc, trouver un associé, ça te permet de garder le cap, ça te permet de suivre même tes actions. Ça te permet en même temps d'être surveillé. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? C'est qu'il faut se récompenser. Il faut se récompenser. C'est très important de se récompenser. Un massage, un dîner, se promettre quelque chose de particulier si on atteint tel ou tel objectif. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que très souvent, quand on a fini de décliner sa vision en des plans d'action, la première question qu'on a tendance à se poser, c'est par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que je vais faire? Mais, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas forcément une mauvaise question, mais la première question qui devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il me faut devenir? Je
qui dois-je devenir? J'ai tel objectif, mais qui dois-je devenir pour atteindre cet objectif-là? Il est très important. Qui dois-je devenir pour atteindre cet objectif-là? OK, on va aller très rapidement. C'est dur de changer, c'est dur de changer, on est tous d'accord. Mais j'ai envie de dire, tant mieux en fait, parce que s'il y a une chose que 99% de personnes qui échouent et des personnes qui réussissent ont en commun, c'est qu'ils ont horreur de faire la même chose. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent le font quand même. Être ordinaire, c'est facile. Être extraordinaire, en revanche, fait partie de l'exception. Si tout le monde devait facilement réussir à changer, tu conviens avec moi que, comment on dit ça? Ton changement n'aurait pas forcément d'impact. Donc, ça peut être quelque chose de motivant. Ça peut être quelque chose de motivant pour toi. On est déjà à la fin. Je veux dire, soyez patient. Je vais revenir là-dessus. Soyez patient. C'est très important parce que la science nous apprend en fait que plus nous avons tendance à répéter un certain nombre d'actions, plus il se crée dans notre cerveau, si je peux dire ça comme ça, des sillons. Il faut prendre du temps pour démonter ces sillons-là et de monter les bons sillons. Donc, il faut être patient, il faut véritablement être patient. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais rapidement partager avant de rendre le micro, c'est vraiment vous présenter un ami qui est l'ami des personnes particulièrement performantes. On l'a vu assez souvent pour les personnes qui connaissent, en fait, pour les chrétiens, on l'a par exemple vu, on a vu cet ami-là aux côtés des grands hommes de Dieu comme le pasteur Yvan. On l'a également vu même aux côtés des personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur comme Bill Gates, Steve Jobs, Michael Jordan, pardon. Cet ami-là, c'est quoi? C'est l'élan. C'est l'élan. Il est important de se mettre en mouvement. Il est très important de se mettre en mouvement, quel que soit le niveau de lourdeur. Il faut d'abord se mettre en mouvement. Et on sait tous qu'un paresseux vautré sur son canapé tend à rester vautré sur son canapé, tandis que les gens performants, ceux qui ont une dynamique, continuent de se bouger, continuent de s'améliorer, continuent de réussir. Les mauvaises habitudes peuvent également créer des élans négatifs. C'est ça qu'il faut noter. Il faut prendre en compte le pouvoir de la routine. On ne le dira jamais assez. Les meilleures intentions doivent intégrer la routine pour avoir un réel impact. Donc, c'est ça. Bon, je ne sais pas si je peux encore prendre quelques minutes pour parler rapidement de définir ces journées. Comment définir ces journées? Il est difficile peut-être de savoir ce qu'on peut faire tout au long d'une journée, mais on peut se définir ce qu'on peut faire le matin et le soir. Ça, c'est une clé qui est très importante. Donc, on peut se dire, on peut mettre les routines que nous voulons implémenter le matin ou le soir. Et pour finir, je dirais que nous devons faire attention aux influences. Aux influences, toutes les personnes que nous fréquentons, tout ce que nous écoutons a une influence sur nous. Et nous devons faire très attention à cela. Et je peux saisir cette occasion pour dire que si vous estimez que ce sont les médias qui sont pour vous des mauvaises influences, vous pouvez faire un sévrage médiatique. OK, donc je pense que j'ai rapidement tout parcouru. Ce que je peux dire en conclusion, c'est quelles que soient mes aspirations, le meilleur moyen d'y parvenir, d'obtenir ce que je veux, c'est de donner. C'est de donner. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et je rends le micro. Allez. Merci beaucoup, Judith. Merci pour ton intervention. Je crois qu'avec les coupures d'Internet et tout, ça n'a pas été aisé, ni pour toi, ni pour tous les autres, de pouvoir te suivre. Mais je te dis merci. Merci pour ta disponibilité à cet atelier et j'espère que les participants ont pu au moins avoir un fil conducteur. J'espère que les participants ont pu au moins retenir quelque chose.
Je vous représente le livre. Hein. C'est de Darren Hardy, intitulé Effet cumulé. Elle avait lu ce livre, c'est aujourd'hui que j'ai appris que c'est par son mari qu'elle est devenue une passionnée de lecture parce que elle m'a beaucoup challengée dans la lecture. Mais elle a lu ce livre une fois et elle m'a dit, il faut qu'on l'applique. J'ai pris du temps. Ensuite, elle m'a offert le livre, je pense. Je l'ai lu. Et quand je l'ai lu, en réalité, je l'ai acheté pour toutes mes équipes. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on soit dans le même esprit. Le résumé de ce que Judith a dit, l'effet cumulé, c'est quoi? Choisissez de décupler votre réussite. Mais comment? Adoptez de petits gestes de manière récurrente. Vous finirez par accomplir de grandes choses. Adoptez de petits gestes de manière récurrente et vous finirez par accomplir de grandes choses. C'est ça le résumé de l'effet cumulé. C'est-à-dire que si vous sortez des ateliers pratiques ce soir et que vous vous demandez de quoi est-ce que Judith a parlé, elle a parlé de l'effet cumulé, vous adoptez de simples habitudes, et elle a dit, qui semblent banales, mais appliquez-les de manière régulière et vous finirez par accomplir de grandes choses. C'est ça le principe de l'effet cumulé. On prend la peine également de vous présenter le livre pour que vous puissiez aller l'acheter et en prendre connaissance vous-même. Et donc, par rapport à la thématique de ce soir, j'ai déjà fait tout un parcours et aujourd'hui, je me trouve au stade où je veux passer à l'action et maintenir le cap. Quelle est la clé que Judith m'a partagée ce soir? Ne cherche pas d'abord à accomplir de grandes choses. Accepte de commencer petit, sois régulier et persévérant dans le petit et tu finiras par atteindre le grand que tu souhaites. Et donc, elle vous rappelait, hein, elle a rappelé plusieurs fois, soyez patient avec vous-même. Et elle a fini par ça aussi. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a eu l'habitude de procrastiner, si vous êtes quelqu'un qui a eu l'habitude de ne pas passer à l'action ou d'être très lourd, ne vous tapez pas sur les doigts. Vous allez faire entrer en vous-même ce qu'on appelle la culpabilité qui va encore davantage vous paralyser. Prenez le temps de vous demander, qu'est-ce que je veux concrètement? Et dans le qu'est-ce que je veux là, et elle a insisté aussi là-dessus, qu'est-ce que je veux devenir? Avant de commencer à faire, il faut que je devienne quelqu'un qui va faire ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux devenir et qu'est-ce que je veux concrètement faire? Que ce soit clair dans votre esprit. Et lorsque c'est clair, définissez des objectifs que vous allez écrire. Que vos objectifs soient écrits. Elle a dit, si vous ne l'écrivez pas, ça va rester des fantasmes pour vous. Écrivez les objectifs que vous voulez atteindre. Et maintenant, travaillez sur ces objectifs ensemble. Le travailler sur ces objectifs ensemble-là, je pense que c'est à la dernière session d'accompagnement. Je parlais de ça avec les participants parce qu'une question est revenue plusieurs fois dans nos ateliers. Est-ce que je peux avoir plusieurs visions? Et je répondais oui, tu peux avoir plusieurs visions en fonction de tes domaines, des différents domaines dans lesquels tu te fixes ces visions. Tu peux avoir plusieurs objectifs en fonction des différents domaines dans lesquels tu veux atteindre ces objectifs. Mais ce que je ne voudrais pas que tu aies, ce soit des objectifs qui se séparent. Vous pouvez travailler sur tout à la fois, mais à condition que tout converge vers là où vous êtes en train d'aller. D'où l'importance de la vision. C'est-à-dire que vos objectifs, écrivez-les tous, que ce soit bien clair devant vous. Ça répond à qu'est-ce que je veux concrètement et vous devez savoir à l'intérieur de vous pourquoi est-ce que vous voulez cette chose-là. Et rassurez-vous maintenant que tout ce que vous avez pour objectif converge tous. On ne peut pas poursuivre deux lièvres qui s'enfuient dans deux directions différentes. Vous n'en allez attraper aucun. Donc là, la définition de vos objectifs, rassurez-vous que tous vont dans le même sens. Elle a pris son exemple. Elle est comptable, elle est fiscaliste, elle est entrepreneur, mais elle est également mère et elle est épouse. C'est-à-dire qu'elle a un objectif du point de vue de son statut d'épouse. Elle a des objectifs qu'elle se fixe du point de vue du statut d'entrepreneur. Elle a d'autres objectifs qu'elle se fixe du point de vue de son travail séculier qui consiste à être comptable et fiscaliste dans une entreprise, par exemple. Il ne faudrait pas que son objectif en tant que comptable fiscaliste, qui est de se former, soit se former à Yaoundé
Mais que ses objectifs d'entrepreneur soient, par exemple, aller bâtir une entreprise sur place en Suisse. Ça ne va pas ensemble. Elle ne va pas se diviser. Elle ne va pas être en même temps en Suisse et en même temps au Cameroun où elle doit se former pour devenir une valeur ajoutée pour son entreprise actuellement. C'est ça que j'appelle avoir des objectifs qui concordent tous vers la même direction pour pouvoir travailler sur eux tous en même temps. C'est-à-dire que si vous avez vos objectifs, vous savez concrètement pourquoi est-ce que vous voulez atteindre ces objectifs. L'effet cumulé vous demande maintenant, écrivez les petites actions que vous devez faire au quotidien. Les petites actions banales que vous allez mettre en place de manière régulière au quotidien. Vous verrez que si vous êtes consistant et régulier là-dessus, vous finirez par atteindre votre objectif. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai commencé à travailler inbox ici par rapport à ça. Je ne sais pas si elle a parlé de ça, mais je crois qu'elle n'en a pas parlé. Mais si, elle en a parlé quand même pour la plateforme qu'on a créée pour s'accompagner parce qu'elle a dit il faut avoir un compagnon d'excellence. Je ne sais pas encore si ABS nous permettra de créer ça ou peut-être que je vais parler avec Judith pour voir dans quelle mesure peut-être on pourra associer d'autres personnes. Mais travaillez une fois que vous avez vos objectifs clairs et que vous identifiez les petites actions à mener de manière régulière, mettez-vous en association. Trouvez un compagnon à qui vous allez rendre compte et qui va vous rendre compte. Faites des... Ça, c'est Judith qui m'a enseigné ça. Elle m'a tapé sur les doigts avec ça pendant longtemps. Des to-do list. J'en entendais parler, mais je n'arrivais pas à le faire moi-même. Mais avec elle et la plateforme qu'on a créée, on a réussi à le faire. Chaque lundi, tu mets ta to-do list et chaque fin de semaine, tu viens cocher ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Si tu le fais tout seul, à un moment, tu vas te demander, mais qui va me sanctionner? Qui va même me faire quoi? Mais si c'est public et qu'il y a quelqu'un qui est censé te surveiller, comme elle était en train de dire, si c'est quelqu'un qui est censé te surveiller là, comme elle est en train de dire, elle va se souvenir de mon visage, qu'elle va mettre sa liste là dans le groupe. Elle va se rendre compte que je vais plier le visage qu'elle n'a pas fait. Elle dit, ne serait-ce que pour que Yolène ne me dérange pas les oreilles. Mieux, je me bats dans la semaine pour le faire. Mais en réalité, ça n'a l'air de rien, mais je vous assure, ça marche. On est dans la thématique, comment tu fais pour passer à l'action? Ne cherche pas à faire gros directement. Commence par des petites actions et cherche à être régulier et consistant dans ces petites actions. En pratique, comment est-ce que tu peux faire? Cherche-toi un compagnon d'excellence avec lequel, en début de chaque semaine, il connaît tes objectifs, tu connais ses objectifs. Et vous vous auto-motivez et vous vous auto-challengez. Parce qu'elle a parlé de la troisième personne, elle, là, on l'appelle Diane. Elle a le nombre de choses qu'elle apprend à l'heure. C'est terrible. C'est-à-dire que, et tu la regardes, tu te dis, mais je ne peux pas rester sur place puisque elle ne fait qu'avancer. Et il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Ça n'a l'air de rien. Et c'est pour ça que ces ateliers, on a commencé par la thématique, on a commencé par cette citation qui nous est chère. Il n'est de richesse que d'hommes. C'est difficile d'avancer seul. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et le loin, là, suppose qu'il y a la persévérance à la base. Il suppose que tu vas maintenir le cap pendant longtemps. Parce que tu peux passer à l'action. La thématique a été choisie à bon escient. Tu peux passer à l'action, c'est-à-dire aujourd'hui, tu es très engagé, tu dis, OK, je vais commencer avec mes to-do list et tout. Mais après, tu te fatigues parce que tu es seul. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour maintenir le cap dans la durée? Trouve-toi cette association de personnes qui sont des richesses pour toi avec lesquelles vous allez vous auto-challenger. Te challenger pour te surpasser toujours, te challenger pour t'accompagner à atteindre tes objectifs que tu auras partagés avec lui, te challenger pour ouvrir toujours et voir toujours plus grand. Il vous faut ces personnes-là dans vos vies. Et ça va vous demander d'accroître votre relationnel. Et là, on arrive sur le point qu'elle a cité. Demandez-vous qui est-ce que vous voulez devenir. Qui est-ce que vous voulez devenir? Les précédents ateliers, on vous a dit, il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Qui est-ce que vous voulez devenir là? C'est dans qui est-ce que vous voulez être? Et dans le premier atelier, on vous disait que ce que vous êtes, vous pouvez l'identifier au travers de votre caractère et de votre système de pensée. Si vous pensez, si vous avez l'habitude de penser mal ou de critiquer les gens, bon, je demande pardon, il y a quelqu'un qui est en train de s'insérer ici.
Si vous avez l'habitude de penser mal ou de critiquer les gens, vous n'allez pas trouver ce partenaire dont vous avez besoin. Donc, peut-être que votre premier challenge, c'est de devenir une personne qui est beaucoup plus sociable, qui s'associe et qui regarde les autres autrement. Vous développez un autre caractère à l'intérieur de vous. Vous développez un autre système de pensée à l'intérieur de vous. Ce que vous devenez va vous permettre de soutenir dans la durée ce que vous voulez accomplir. Donc, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez devenir. Travaillez à le devenir tout en travaillant à accomplir les objectifs que vous voudriez accomplir. Je ne sais pas si quand je le dis comme ça vous permet de vous recentrer un peu. Avec ces difficultés de connexion et tout, il est possible qu'on n'ait pas tout compris. Je voulais faire cette synthèse-là pour refixer un peu les idées et surtout, je sais aussi, parce que ceux qui sont là depuis le début, on avait l'habitude de travailler avec un document en fond d'écran de telle sorte que lorsqu'on parlait, vous pouviez noter les grandes lignes au travers de notre PowerPoint. Judith ne l'a pas prévu, donc ça peut vous déstabiliser un peu de devoir la suivre et de prendre des notes en même temps. C'est pour ça que je voulais faire ce bref résumé pour essayer de mettre quelque chose dans l'esprit avant de passer au prochain intervenant. Sachant que si après mon résumé, après l'avoir écouté, vous avez encore des questions, on aura la phase de questions-réponses pour pouvoir vous éclairer davantage. On a donc fini avec l'effet cumulé. C'était vraiment cela que je voulais qu'elle partage avec vous. Elle vous a partagé beaucoup de petits points. Hein. Ça pouvait sembler léger, mais ce sont des petits points très profonds. J'ai essayé de reprendre brièvement selon ce que moi j'ai appris de comment est-ce qu'elle m'a fait appliquer le processus. Parce qu'elle avait commencé à me le martyriser avant que je ne lise le livre. Donc, j'ai lu le livre, j'ai encore mieux compris ce qu'elle me disait. Et ensuite, on a réussi à le mettre en place. Et par la grâce de Dieu, je vous promets, beaucoup de projets en sortent. Beaucoup de projets voient le jour. Je vous ai dit que les ateliers pratiques d'ABS ont fini par voir le jour parce qu'on a appliqué ce qu'elle vous a partagé là. Donc, il y a beaucoup de projets à l'intérieur de vous. Passez à l'action maintenant. Prenez le temps d'éclaircir ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Mettez les objectifs clairement sur papier. Affichez-le. Trouvez un compagnon d'excellence avec lequel vous allez vous challenger et vous motiver pour que ce que vous avez à l'intérieur de vous sorte. Ce que vous avez planifié, ce que vous avez à cœur de faire, ça doit se manifester. À la précédente session d'accompagnement, je disais aux participants, je refuse que les visions que je suis en train de travailler avec vous, que lorsque je vous rencontre dans un an, que certains d'entre vous me disent que j'ai abandonné. Je refuse ça. Je n'ai pas pris mon temps pour tester que la vision est saine et que votre vision est spécifique pour que quand je vous rencontre plus tard, vous me dites que non, je n'ai pas réussi à le faire. Aujourd'hui, ce sont les clés pour vous dire comment est-ce que vous faites pour passer à l'action et maintenir le cap dans la durée. Si vous n'avez pas tout compris, je vous en supplie, posez les questions, mais à la fin de cet atelier, vous devez pouvoir avoir les clés dont vous avez besoin. La fin de l'année 2024, vous devez pouvoir être fiers de vous, de ce que vous aurez accompli après avoir reçu tout ce qu'on a partagé dans les ateliers pratiques d'ABS. J'aurais pu le faire moi-même, mais pour moi, ça n'aurait pas été pertinent. C'est avec elle que j'ai connu le concept, dont je me dis, il n'y a pas quelqu'un mieux qu'elle pour pouvoir l'exprimer. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Parce que le mieux que je pense avoir, je préfère vous le donner directement. Si j'ai fait ce résumé, je vais donc introduire le deuxième invité. Je ne sais pas s'il est connecté. J'espère qu'il est connecté. Moi, je l'appelle... en fait, c'est pas moi qui l'appelle. Hein. Il s'appelle Joe Brain. Je sais pas s'il est là. Tu es là? Ok, d'accord. Moi, je l'appelle Joe Brain parce qu'à un moment, c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. À la base, je ne sais même pas s'il s'est présenté à moi. Je ne sais même pas, je ne sais pas comment retracer notre contexte. Mais c'est quelqu'un qui, j'achète un livre chez lui. Voilà. J'achète un livre chez lui et je continue de le suivre sur ses statuts et il publie un livre sur le cerveau du procrastinateur. Et à l'époque, j'avais ce gros challenge-là. Ne me voyez pas comme ça. Je viens de loin. Et il a publié ce livre-là et je l'ai acheté. Je l'ai acheté, j'ai eu des challenges pour le lire et j'ai échangé avec lui et il m'a boosté pour me donner l'envie de lire. Et j'ai même pris une formation chez lui pour accélérer la lecture rapide. Vous avez vu sur ceux qui ont regardé l'affiche, il est coach certifié en performance cérébrale. Donc, ce n'est pas un coach qu'on dit là qu'il est seulement coach parce qu'il est coach. C'est-à-dire qu'il a fait la certification pour ça.
Et peut-être qu'il ne le sait pas. Les profils, ça aide. Les profils, ça aide. C'est-à-dire que partagez souvent sur vos profils. Vous pouvez édifier des personnes. Je pense que c'est l'année dernière, il a partagé sur son profil un certificat qu'il a obtenu et je pense que c'était en anglais. Hein, et je ne comprenais pas tout ce qui était écrit sur le certificat. Et il avait publié juste en bas la puissance des objectifs. J'ai regardé comment est-ce qu'il a encore pu avoir ce certificat avec tout ce que je sais, que je savais déjà par le passé qu'il faisait. Et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui ne s'assoit pas sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire, j'ai déjà réussi à faire pas mal de choses. Il va se présenter lui-même de là où il sort pour devenir coach en performance cérébrale. Je ne sais pas s'il aura le temps de partager son témoignage, mais de là où il sort pour en arriver là, c'est juste quelqu'un qui est passé d'un état de frustration par rapport à quelque chose pour arriver vraiment à excellemment excellent et coach dans le domaine qui le frustrait à la base. Et donc, c'est chez lui que j'ai capté cette puissance des objectifs. Et je me suis dit, si lui, avec tout ce qu'il fait déjà, il réussit à continuer de repousser ses limites pour obtenir une certification en anglais et aussi complexe. Parce qu'on parle du cerveau. Et je ne pense pas qu'à la base, il a fait des études en médecine. Mais le gars te parle du cerveau. Je me dis, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que je l'ai fait venir? La procrastination, c'est un mal profond. Si vous voulez passer à l'action et maintenir le cap, vous devez savoir comment est-ce que votre cerveau travaille avec vous pour vous faire procrastiner. Je ne sais pas quelle est la présentation qu'il a prévue. Je n'invite pas quelqu'un et je lui dis de quoi est-ce qu'il va parler. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il va parler, mais je prie qu'au travers de son partage, que chacun de nous puissions être davantage édifiés sur le cerveau que Dieu nous a donné. Je crois qu'à la fin de cet atelier, vous serez convaincus de ce que vous avez à l'intérieur de vous comme projet, vous pouvez l'atteindre. Et je prie que vous receviez les clés au cours de cet atelier pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Jobrain, si tu es OK, je vais te passer la parole pour les 30 minutes de présentation que nous avons. Et on se reparle plus tard avec les participants pour la session de questions-réponses. À tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Jobrain, je te passe le floor. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Très ravi d'être parmi vous. Je tiens aussi, voilà, à honorer toutes les personnes ici présentes, honorer Madame Yolène, qui a déjà commencé à vous briefer un peu sur notre parcours ensemble et tout. Et merci de m'avoir convié à cette réunion, à cet échange qui, par la grâce de Dieu, sera vraiment bénéfique et productif pour tout le monde. J'honore aussi Madame Judith, qui a parlé d'un excellent livre. Franchement, c'est l'un des meilleurs. Et je recommande vraiment ça. Tout ce qu'elle a dit, ça marche. Moi-même, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû appliquer ça et ça marche. Alors, j'ai 30 minutes. Je suis quelqu'un qui aime d'abord beaucoup bavarder. Donc, en 30 minutes, je vais essayer de résumer. Heureusement que j'ai préparé mon speech, donc je vais partager mon écran avec vous et on va ensemble. Là, OK. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Confirmez-moi, s'il vous plaît. C'est bon. OK, très bien. Très bien. OK. Là-bas, il va un peu me déranger. OK, c'est bon. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Njomgan Konan Joseph, mais mon nom de fonction, c'est Coach Joe Brain. Joe pour Joseph et Brain pour le cerveau. Je suis coach certifié en santé et performance cérébrale par l'un des plus grands psychiatres au monde, Dr Daniel Amen. Et voilà, j'ai eu ma certification l'année dernière. Je suis aussi auteur de 5 livres, ouais, 5 livres dans le domaine du cerveau. À la base, comment je suis entré dans le domaine, c'est que, bah voilà, en classe de première, j'ai eu très grand événement qui m'est arrivé, qui a vraiment changé radicalement ma vie. C'est que je devais composer le probatoire. Pendant qu'on était en train de faire notre épreuve de mathématiques, qui est notre épreuve de base, j'ai eu un gros trou de mémoire. Donc, j'ai complètement tout oublié ce que je connaissais.
même ce que j'avais déjà appris. Et, surprise, je n'arrive plus à me rappeler de rien. Je n'arrive plus à me rappeler de ce que j'avais appris pendant tout ce temps. Donc, ainsi, malheureusement, cette année-là, j'ai échoué à mon examen à cause d'un trou de mémoire. Donc, durant toute ma vie, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ce jour pour que j'oublie ce que j'avais appris? Quelques années plus tard, je saute vraiment beaucoup de choses. À partir de 2018, j'ai décidé de me lancer en tant qu'autodidacte pour trouver des réponses à mes questions. Alors, en 2018, j'ai lu près de 100 livres, français comme en anglais, français et anglais. Et l'année qui a suivi, j'ai lu 300 livres dans le domaine du cerveau. Donc, de 2018 peut-être jusqu'en 2024, j'ai passé mon temps à lire minimum 100 livres, 100 livres, 100 livres, 100 livres. J'ai tout appris ce que je connais déjà en partie en autodidacte. Donc, par la grâce de Dieu, vraiment, c'est sa grâce aussi que je connaisse tout ça et je vais vous entretenir. Et il y a ce livre-là, en fait, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est approximativement tiré de ça, Le cerveau du procrastinateur, qui est mon tout premier livre où j'ai vraiment parlé de la procrastination. Donc, là, vous avez le thème, ce sera le cerveau non procrastinateur. J'aurais aimé dire activer le cerveau non procrastinateur. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à passer à l'action ou à finir ce qu'ils commencent parce qu'ils ont un cerveau qui procrastine. La procrastination, c'est d'abord un schéma ici qui se passe dans le cerveau. La procrastination, c'est un schéma mental. C'est quelque chose qui se produit dans notre cerveau et qui affecte notre vie. Beaucoup de gens sont frustrés parce que ils ne parviennent pas à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. Combien de personnes ou combien de fois avons-nous dit aux gens, je vais faire ci, je vais accomplir ça, Dieu m'appelle à faire ci, j'ai des grands projets. Mais quand il s'agit maintenant de passer à l'action, tu es paralysé, tu es bloqué dans tes pensées, tu rumines sans cesse tout ce que tu as fait, tu as l'impression que poser le premier pas, tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu te reconnais dans ça, c'est que tu as, pour le moment, un cerveau procrastinateur. Et j'espère te donner les clés rapidement pour activer le cerveau non procrastinateur. Donc là, on va commencer. On va parler des causes, les causes de la procrastination. Je tiens à préciser qu'elles ne sont pas exhaustives. Mais de par mon expérience, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu, j'ai recensé en fait quelques causes principales. Donc là, j'ai la première. C'est d'abord la peur. Beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action ou ne finissent pas ce qu'ils commencent, c'est à cause de la peur. Ici, la peur, je ne parle pas d'un esprit, je parle d'une émotion, d'un système de pensée qui paralyse les gens en fait. Pourquoi la peur? Pourquoi quand j'ai peur, je ne passe pas à l'action? Je vais expliquer un peu plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand tu as peur? Quand tu as peur, il y a trois réactions biologiques ou psychologiques qui se créent dans ton cerveau. Numéro un, il y a ce qu'on appelle la fuite. Quand tu as peur, par exemple, tu vois le chien, tu te mets à fuir. Numéro 2, il y a ce qu'on appelle le combat. Quand tu as peur de quelque chose, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, tu peux combattre la personne. C'est une réaction. La troisième chose maintenant, c'est l'inhibition. Être inhibé, c'est un peu comme être paralysé sur place, être gelé. Par exemple, on te fraye, tu restes sur place. Maintenant, les trois réactions-là aussi sont reliées à la procrastination. Par exemple, quand tu fuis, la fuite se manifeste comment par rapport à la procrastination? Je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. Ça, c'est une réaction de fuite. Ça, c'est ce que la peur produit en termes de fuite. Maintenant, en termes de combat, il y a des excuses. Tu émets des excuses. Non, c'est que je ne me sens pas encore prêt. Il faut que je me prépare. Tu es en train de combattre tes intentions de passer à l'action. Et en dernier, maintenant, l'inhibition, c'est lorsque tu restes plongé dans tes pensées, dans une rumination excessive. Tu penses à plein de choses, mais tu ne fais rien. Donc là, la première peur que j'ai remarquée, en fait, qui empêche les gens de passer à l'action ou de finir ce qui commence, la peur de l'échec. Beaucoup de gens ont peur d'échouer. Il ne faut pas qu'on se mente. On n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre société, on a conditionné notre cerveau en fonction de notre éducation à croire que l'échec, c'est l'enfer ou l'échec est mauvais. Non, quelqu'un a dit, j'écoutais ça, je disais ça quelque part, il dit que l'échec fait partie de la réussite. La réussite n'est pas, l'échec n'est pas l'opposé de la réussite. L'échec fait partie de la réussite en fait. Même scientifiquement, c'est prouvé.
quand je vais parler de la deuxième, la peur de faire des erreurs. Beaucoup de gens ont tellement peur d'échouer qu'ils ils se disent que je ne dois pas prendre de risques. Il ne faut pas que je prenne de risques. Il ne faut pas que je prenne de risques. Échouer n'est pas un péché, ça fait partie du processus. La deuxième peur, la peur de faire des erreurs. Ah. Dans la peur de faire des erreurs, il y a ce qu'on appelle le perfectionnisme. Tu as une idée, tu veux tellement bien faire que tu te dis non, je ne suis pas encore prêt. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça quand j'aurai ci. Je vais faire ça quand je vais connaître ça. Pour vous raconter un peu mon histoire avec le perfectionnisme, j'ai été délivré de ce perfectionnisme quand j'ai écrit ce livre. Comment ça s'est passé? Nous sommes en 2021. Mon mentor me dit, mon petit, tu dois écrire un livre. Il dit, OK, je sais que je connais beaucoup de choses, je sais que je suis excellent dans mon domaine. Mais je commence à me dire, ah, déjà, je ne connais pas d'abord bien écrit le français, je ne me sens pas encore prêt. Si j'écris là, il y aura beaucoup de fautes. Donc, il vaut mieux reporter, 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 reporter. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à reporter. Parce qu'en réalité, j'avais peur de faire des erreurs. Alors, un jour, une conviction, tellement la conviction était forte en moi, je me suis dit, OK, je vais prendre un mois ou bien 3 semaines, je vais m'enfermer quelque part, me concentrer, travailler sur mon livre. Ensuite, je vais envoyer à quelqu'un qui pourra le corriger comme il peut et je vais libérer le livre là. La toute première version de mon livre n'était pas parfaite, elle n'était pas comme ça en fait. Même en termes d'impression, ce n'était pas bon. Il y avait encore des fautes dans ça. Mais j'ai libéré mon premier livre de manière imparfaite. Les gens me disaient, mais il y a les erreurs. J'ai dit, je m'en fous. Le plus important, j'ai obéi à la conviction intérieure qui était en moi. Si je n'avais pas enfanté ce premier livre, je ne serais jamais arrivé à 5 livres. Je ne serais jamais arrivé à 5 livres. Il a fallu que je commence à faire, entre guillemets, un faux pas pour pouvoir rectifier et m'améliorer davantage, pour pouvoir perfectionner pour les autres livres. Tu as le droit de faire des erreurs. Faire des erreurs, ça fait partie du processus. La science a démontré que le cerveau apprend par les essais et par les erreurs. Je répète, pas des essais et pas des erreurs. Quand tu apprends, quand tu es novice dans un domaine, quand tu fais des essais ou quand tu fais des erreurs, quand tu échoues, ton cerveau ne considère pas cela comme étant un échec. Il considère cela comme étant une consolidation neuronale. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu commences quelque chose de nouveau? Il y a des petites neurones. Il y a des petites neurones qui s'élèvent dans ton cerveau. Je n'ai pas forcément une image là que pour vous montrer, mais regardez quand vous semez une graine. Quand vous semez une graine, supposons même le haricot, le maïs, dès que la graine est morte, elle s'est enracinée, il y a des choses, il y a des petits bourgeons, des petites fleurs qui vont commencer à monter. Elles sont certes fragiles, mais elles vont commencer à apparaître. C'est comme ça dans notre cerveau. Notre cerveau fonctionne de la même façon que la Terre. C'est pour ça que si vous lisez, en fait, pour ceux qui sont chrétiens, si vous lisez la Bible, partout, Jésus parle de la terre, de la parabole de la terre, il parle en fait quelque part du cerveau ou du cœur. Ben, c'est le même principe de fonctionnement. Les neurones sont comme les plantes. Donc, ça veut dire que quand elles commencent à sortir de la terre, elles sont fragiles. Elles sont fragiles. Donc, quand tu fais des erreurs, tu échoues, tu essayes, tu fais des erreurs, il y a ce que j'appelle une fortification neuronale. Tes neurones se fortifient. Plus tu essayes, tes neurones se fortifient dans le domaine. Plus tu essayes, tes neurones se fortifient. Au fur et à mesure maintenant que tu vas essayer, qu'est-ce qui va se passer? Tes neurones vont s'enraciner dans ton cerveau. Et maintenant, tu vas atteindre le niveau où tes neurones seront tellement solides que tu vas maintenant pouvoir bien faire la chose. Donc, moi, ce qui m'a décomplexé par rapport à la peur de faire les erreurs, c'était simplement quoi? J'ai compris que mon cerveau a besoin des essais et des erreurs pour se développer. Parce que si tu n'essayes pas et que tu ne fais pas des erreurs, tu ne vas pas apprendre. Tu ne vas pas apprendre, ou du moins ton cerveau ne va pas apprendre. Donc, quand j'ai compris comment mon cerveau communiquait le langage de mon cerveau, je me suis dit, pourquoi je veux m'empêcher de faire des erreurs? Tu n'as pas besoin d'être parfait au début, en fait. Tu n'as pas besoin d'être parfait au début. Tu dois tendre vers la perfection. Mais personne n'exige la perfection au début. Commence de manière parfaite. Tu en as besoin. Et en fait, j'ai remarqué que ce qui te rend même fier de toi, c'est que tu as osé faire quelque chose de manière imparfaite et tu t'es amélioré au fil du temps. Et les gens ont vu comment tu t'es amélioré. Personne n'est parfait en fait. Tu as besoin, ton cerveau même, il a besoin de faire des erreurs. Donc, sois à l'aise. Quand je vais vous partager la clé
comment vaincre cette peur, vous allez voir vraiment, ça va vous débloquer. Donc, la troisième peur, et qui est vraiment quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment, c'est la peur de réussir. On a tous une envie. Je veux réussir, je veux briller, je suis la lumière du monde, je veux accomplir de grandes choses. Ok, très bien. Quand on va te montrer, quand tu vas commencer à penser ou à parler de tes projets, ton cerveau va développer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ou l'auto-sabotage. Il va commencer à te mettre les bâtons lui-même dans les roues. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, réussir est inconfortable. Briller est inconfortable parce qu'on aime tous rester cachés. Tu veux réussir, oui, tu peux le proclamer, tu peux le déclarer. Mais quand le moment viendra que ta lumière va briller, ton cerveau va te sortir des raisons. Non, 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 non. Tu ne dois pas encore briller. Tu n'es pas encore prête. Tu as encore besoin de plus te préparer. Tu as encore besoin de lire plus de livres. Tu as encore besoin. Oui, la peur de réussir. Dans mon livre, je parle du biais du statu quo. Le biais du statu quo, on parle de biais en psychologie comme étant une déformation psychologique. Le biais du statu quo, c'est quoi? C'est une pensée qui te fait croire que tu n'as pas besoin de changer, tu dois rester sur place. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu dois rester la même personne. Tu n'as pas besoin d'évoluer. En fait, ça, le biais du statu quo, ça maintient les gens à la même position, au même standard, au même niveau. Pourquoi? Parce que quand tu réussis, la probabilité que tu te fasses rejeter par tes pairs est tellement grande. Donc, du coup, ton cerveau va te dire, non, quand tu, quand tu veux, comme tu veux réussir là, on va te critiquer, hein. On va te critiquer. On va s'attaquer à toi. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? Tu as peur de réussir, tu as peur de briller. Moi, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur, j'ai dit, mais je suis jeune, j'écris les livres, j'ai écrit le premier livre, c'était à quel âge? J'avais peut-être 22 ans. Je crois, oui, 22 ans. J'avais tellement peur. J'ai dit non, on va me critiquer. Et je sentais qu'en fait, c'est que j'avais peur de qu'on on voit ma lumière. J'avais peur de réussir. Je voulais toujours rester dans le statu quo, dans une zone de ce qu'on appelle la zone de confort. Donc maintenant, après la peur, la deuxième cause, c'est quoi? Le manque de clarté. Beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent avoir dans la vie, mais beaucoup de gens ne prennent pas des actions pour aller vers ce qu'ils désirent. À cause du quoi? Du manque de clarté. Je vais vous expliquer. Le cerveau aime ce qu'on appelle la certitude. Le cerveau aime la certitude. Chaque fois que le cerveau rencontre une incertitude dans un domaine, il se braque. Il considère cela comme étant un ennemi. C'est pourquoi, je vais donner une simple citation. Marcher, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Marcher par la foi devient difficile parce que le cerveau aime la certitude. Or, la foi, c'est marcher dans l'incertitude. La foi active une autre partie du cerveau que le manque de clarté, en fait, empêche. Donc, le manque de clarté se manifeste comment? Tu n'as pas une clarté par rapport aux résultats et au processus. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre, à quoi va ressembler ton résultat, ce n'est pas encore tellement clair dans ton cerveau, la personne que tu vas devenir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, quand ce n'est pas encore clair, ton cerveau se braque. Mais aussi, je me suis rendu compte que le manque de clarté par rapport il y a aussi ça, par rapport au processus. Le cerveau de beaucoup de gens bloque quand ils ne savent pas comment ils vont le faire. Ils savent quoi faire, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas le step by step process. Quand ton cerveau ne sait pas, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, il se braque. Parce que ce n'est pas clair. Il va dépenser beaucoup d'énergie pour trouver quelles sont les étapes à suivre. Supposons, je dis à quelqu'un, prépare-moi un peu, fais-moi un peu le coq. Et je commence à lui dire, bon, tu vas acheter ça, 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 ça. Et puis tu vas te battre à la cuisine. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est que quelqu'un a écrit un livre où on a écrit comment cuisiner le coq avec les étapes, step by step. Celui qui a le livre va facilement le faire parce que son cerveau aura une certaine clarté. Le roi Salomon a dit quelque chose de très intéressant. Sans vision, le peuple périt. Sans vision, le peuple périt. Ça veut dire quoi? La vision, c'est quoi? C'est la clarté. Par le manque de clarté, tu péris en fait. Tu te perds, tu t'égares. Tu t'égares. Donc, ton cerveau a constamment besoin de la clarté, soit sur le résultat, soit sur le processus.
Mais moi, je miserais plus sur le processus à suivre pour atteindre tes objectifs. Beaucoup de gens disent, je suis d'accord, il faut se fixer des objectifs. C'est très bien. Là, tu as une clarté sur le résultat. Mais maintenant, pourquoi beaucoup de gens prennent le pas pour aller vers leurs objectifs? C'est qu'ils ne connaissent pas comment aller. Quel est le chemin à prendre? Quel est le chemin à prendre? C'est là que tu as besoin d'une clarté vers le processus et je donnerai ça après. Toujours dans la deuxième cause qui est le manque de clarté, il y a ce qu'on appelle le biais de projection. Écrivez ça. Le biais de projection. C'est un biais psychologique. J'en parle dans le livre ici. Je ne veux pas les lire, je connais déjà. Donc, le biais de projection, c'est quoi? C'est lorsque tu projettes sur ton futur tes conditions présentes. Je répète, c'est lorsque tu projettes sur ton futur tes conditions et tes limitations présentes. Par exemple, si aujourd'hui je dis, euh, Mademoiselle Sandrine, je vous exhorte à écrire un livre. Ton cerveau va commencer à te dire, tu ne connais pas, tu ne peux pas. Il va commencer à t'envoyer plusieurs excuses ou plusieurs raisons pour lesquelles tu ne peux pas. Et plusieurs émotions, notamment la peur. Donc, qu'est-ce que ton cerveau a fait? C'est qu'il va projeter cette peur sur ton futur en te montrant que comme tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain, après-demain, après-après-demain, dans une semaine, dans un mois. Donc, c'est que quand tu te projettes au futur par rapport à ton objectif, ton cerveau, en fait, croit que ta condition présente sera aussi ta condition future. Or, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et beaucoup restent piégés dans ce biais de projection parce qu'ils croient que leur capacité d'aujourd'hui sera leur capacité de demain. C'est faux. Ce que tu es incapable de faire aujourd'hui, demain, tu pourras être capable de le faire. Donc, le cerveau, parfois, te trompe en te faisant croire que non. Comme tu es limité aujourd'hui, là, demain aussi ou après-demain, tu seras limité. Mais ce n'est pas la vérité. C'est ça qu'on parle de biais, un biais, une pensée qui te trompe. Donc, au lieu de projeter tes limitations sur ton futur, tu ferais mieux de considérer que non, tes limitations présentes ne seront pas tes limitations futures. Maintenant, je vais finir avec la dernière cause. C'est un mot que beaucoup de gens ne connaissent pas ça en fait. On appelle ça la procrastivité. La procrastivité, c'est une forme de procrastination. La procrastivité est un mot valise merveilleux composé de procrastination et activité. Il décrit le fait de remettre à plus tard des tâches hautement prioritaires en effectuant d'autres tâches inutiles à la place. Ainsi, au moment où vous devriez rédiger un essai, par exemple, vous pourriez soudainement trouver plus attrayant de faire la lessive. Je vais zoomer si vous, pour ceux qui veulent noter cette partie. Voilà, vous aurez la définition. Pendant que je vais l'expliquer, vous pouvez la noter. Je me suis rendu compte, en fait, c'est une cause très subtile. En fait, c'est quoi? Tu es occupé, mais ton occupation devient la source de ta procrastination. Tu es occupé en faisant d'autres choses, mais qui ne sont pas des choses qui vont t'aider à atteindre ta destinée ou tes objectifs. Ton cerveau te fait comprendre que non. Ici, par exemple, quand je parlais de progressivité, j'ai parlé du manque de priorisation. C'est que ton cerveau sait ce que tu dois faire. Il sait que tu dois travailler aujourd'hui. Il sait que tu dois faire ton bilan fiscal. Il sait que tu dois écrire ton livre. Il sait que tu dois faire des vidéos. Il sait que tu dois appeler telle personne. Il sait qu'en fait, la priorité de la journée, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il va te dire que non. Tu sais que comme tu es maman là, hein, tu dois d'abord commencer peut-être par, je ne sais pas, aller faire la lessive des enfants, faire le ménage pendant des heures, ou bien, attends, non, 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 non. Comme tu es chrétien là, je t'invite, passe beaucoup de temps dans la prière, lis la Bible, prie chaque jour. Mais non, 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 non. Tu vas travailler demain. Tu vas travailler demain. Prie encore. Non, tu n'as pas bien prié, reste encore là. Dieu veut que tu sois dans sa présence. Non, reste là, ne travaille pas. Pour ceux qui sont connectés vont comprendre que c'est la forteresse. Tu es séduit. Parce que quoi, tu ne connais pas la notion de priorité. Jésus pouvait dire quelque chose de très intéressant. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement. Donc, ça veut dire que quand tu veux passer à l'action, tu dois appliquer le premièrement. Il y a quelque chose qui doit passer premièrement. Donc, il y a premièrement, il y a deuxièmement. Même dans ta to-do list, il doit avoir ça. Moi, j'ai mon système en fait de faire des to-do list. C'est quoi? Je définis 3 activités qui vont me faire sentir que j'ai réussi ma journée.
Je ne veux pas m'encombrer de beaucoup de choses. Je me demande, OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir la sensation que j'ai réussi ma journée? C'est tout. Parfois, c'est une seule activité, parfois, c'est deux. Moi, je mise en fait sur les activités qui me font, qui me rapprochent de ma destinée ou de mes objectifs. Donc, parfois aussi, c'est que, comme nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, là, tu vas te lever avec la niaque. Non, je vais travailler sur ça aujourd'hui. Tu vas un peu tomber sur Facebook là. Ah, mince, tel enseignement, c'est intéressant, hein? Tu restes sur son téléphone. Ah non, il est 10 heures. Non, non, non. Comme il est 10 heures, il va faire ça à 12 heures. Tu continues, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et tu te retrouves à cause de la procrastinité, en fait. Une activité secondaire est venue te distraire, t'empêchant. Et c'est comme ça qu'on reporte à demain. Tu dis, ah non, j'étais trop occupé, hein. Je vais faire l'autre là demain. Et c'est comme ça que chaque jour, demain, 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 tu te retrouves en fait en train d'être un procrastinateur. Procrastinateur. Tu utilises les activités comme excuse pour ne pas faire quelque chose. Donc, ça, c'est le manque de priorisation. Mais il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué par rapport à la procrastinité, c'est le dialogue intérieur trompeur. Cette petite voix qui va te dire que non, tu n'es pas prêt, tu peux le faire demain, tu peux le faire demain. Et dis seulement cette phrase-là, ça a détruit tellement de rêves. Tu peux le faire demain, essaye demain, fais-le demain. Chaque fois que tu accordes du crédit à cette voix, l- l- la forteresse de la procrastination se renforce dans ton cerveau. Moi, par exemple, je m'étais rendu compte que j'ai cultivé cette habitude d'être procrastinateur depuis mon enfance. Par exemple, ma maman me dit, Joseph, tu dois faire ceci. Maman, je vais faire ça plus tard. Maman, je vais faire ça demain. Non, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. J'étais un champion pour trouver les excuses pour ne pas faire ce qu'on me demandait de faire. J'étais un champion pour attendre la dernière minute pour réviser mes leçons, pour faire quand il y a un sentiment d'urgence, là, quand il y a une punition qui doit arriver. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cette petite voix qui me dit que non, demain tu peux le faire. Attends encore demain. Et c'est comme ça que j'ai cultivé, j'ai conditionné mon cerveau toujours à reporter les choses à demain. Et je me suis observé dans ma vie d'adulte, même cette semaine encore. Il y a des choses, je regarde peut-être quelque chose, je dis, ah, je dois faire ceci. Je vais prendre un exemple banal très simple. La semaine passée ou les semaines précédentes, j'étais en vacances au Congo. Donc, quand je suis rentré, je suis arrivé à Yaoundé chez moi à 22 heures. Dès que j'ai déposé ma valise, une première pensée m'a dit, Joseph, tu devrais défaire ta valise à l'instant. Une autre pensée est venue là. Non, tu vois que tu es fatigué, non. Repose-toi, tu vas la faire demain. Et je voulais déjà effectivement suivre cette voie, mais qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, non, 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 je connais cette voie. Je devais la. Et je l'ai fait là, 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 à l'instant. Tu dois le faire maintenant. Tu dois le faire. Tu dois commencer à le faire. Maintenant, la troisième chose qui pousse à la procrastinité, c'est l'excès de questions. Quand face à un objectif, face à une action que tu veux faire, tu te poses beaucoup de questions. Ton cerveau va générer une hormone appelée l'adrénaline et l'hormone du stress, c'est quoi? Le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Plus tu te poses de questions, numéro un, plus tu es en train d'activer ce qu'on appelle ton esprit analytique. Pour ceux qui sont chrétiens, ce qu'on appelle la chair. En neurosciences, on appelle ça l'esprit analytique, qui va venir s'opposer, qui va venir te donner les raisons pour ne pas faire ce que tu veux. Plus tu vas te poser les questions. Comment cela se fera-t-il? Comment cela sera possible puisque je suis vieux, puisque je suis vieille? Comment je vais pouvoir le faire puisque je n'ai pas d'argent? Et si je fais ça? Et si je fais ça échoue? Et si je fais ça rate? Et si je fais, j'ai les erreurs? Et si tu commences à mettre des et si, et si, et si, et si? Or, j'ai remarqué que, même la science le prouve, plus tu te poses des questions, plus ton taux de cortisol augmente, tu vas stresser. Et ton cerveau va associer ton objectif au stress. Et il va dire quoi? Ah, chaque fois que tu penses à ton objectif, tu stresses. Alors, si c'est stress, ça veut dire que c'est un danger, c'est négatif pour toi. Et si c'est négatif pour toi, mieux vaut ne même pas t'aider à le faire. Et c'est comme ça que tu restes là. Donc, maintenant, j'ai fini avec les causes. Je crois que vous avez bien compris. Comme j'ai dit, elles ne sont pas exhaustives, mais sont les principales. Alors, voici les solutions. Je vais commencer à partager les solutions là. Donc celui-ci là, enlève-toi d'abord. La première solution, c'est quoi? Quand tu as peur de faire les erreurs, il y a ce qu'on appelle l'échec intentionnel. Tu dois mourir d'abord à toi-même en échouant.
intentionnellement, c'est-à-dire que, puisque en fait, c'est ça qui te fait peur, tu as peur d'échouer. Donc, au lieu de garder la peur là, laisse la peur là te tuer. Donc, échoue d'abord. Donc, si c'est que, par exemple, je dis un truc, n'importe quoi, tu dois faire une présentation, tu as peur peut-être même de parler en public, tu as peur de rassembler un certain nombre de personnes et tu leur expliques le concept, tu dis qu'aujourd'hui, je suis venu pour tuer ma peur. Dans la présentation que je vais faire avec le maximum d'erreurs possibles. Je veux échouer. En fait, je veux échouer intentionnellement. Pourquoi, en fait, après, je sois déjà vacciné contre la peur de l'échec. Par exemple, je vous ai raconté pour mon livre. J'ai accepté d'échouer intentionnellement. J'ai accepté de publier mon livre avec des fautes, avec des erreurs. Et ça m'a libéré du complexe j'ai peur d'échouer en écrivant des livres. Ça m'a libéré de ça. Ça m'a libéré. Bien sûr, ce n'est pas applicable peut-être dans certaines circonstances, mais ça veut dire quoi? Si tu peux montrer à ton cerveau comment tu peux échouer, tu peux aussi lui montrer comment tu peux bien faire. Je répète, si tu peux montrer à ton cerveau comment il peut échouer, tu peux aussi lui montrer comment il peut réussir. Intentionnellement. Donc, ça veut dire que si tu sais que si j'applique, si je fais ça, ou si je ne fais pas ça va me conduire à l'échec. Si tu fais seulement l'opposé, tu vas te rendre compte que si je fais aussi ça va me conduire au succès. Et c'est une technique en fait développée par Elon Musk. Il a dit ça dans son livre. Que à SpaceX, dans son entreprise aéronautique, chaque projet qu'ils veulent faire, ils font d'abord un échec intentionnel. Quand ils ont maintenant fait ça, ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire pour que leur projet échoue et ça leur permet d'aller plus vite. Tu dois faire des échecs et des erreurs intenses. En fait, tu dois savoir qu'on fait la première version de ton truc. Tu dois être à l'aise avec le fait qu'il y ait des erreurs. Que tu dois mal faire, oui. Que tu vas, c'est pas une prophétie, mais tu vas mal faire tout ce que tu commences pour la première, deuxième, troisième fois. Tu vas mal faire parce que tu n'es pas encore apte. Tes neurones ne sont pas encore assez solides. Et ce ne sera pas un péché. Tu ne vas pas mourir. Plutôt, tu te vaccines contre la peur de l'échec, plus tu seras confortable. Oh, on est trop obsédé par le fait de je veux bien faire les choses, je veux faire les choses de manière parfaite, je ne veux pas faire d'erreur. Oh, plus tu es obsédé par ça, plus ta peur sera grande. Plus ta peur sera grande. La deuxième solution, la prévention mentale. Voilà ce que j'expliquais. Quand tu acceptes de faire des erreurs, ça te dit en fait ce que tu ne dois pas faire pour réussir ou ce que tu dois faire pour réussir. En fait, ça te prévient déjà. Quand on parle de prévention, par exemple, en matière de sécurité, euh, on te parle en prévention routière, par exemple. On te dit, OK, tu dois porter ta ceinture de sécurité. Pourquoi? C'est parce qu'on a testé la voiture, on s'est dit que si quelqu'un ne met pas la ceinture de sécurité, s'il a une vitesse, en cas d'accident, il risque d'avoir un choc terrible. Mais on a testé ça comment? C'est qu'on a pris une voiture test, et on a fait plusieurs essais avec des mannequins pour voir, pour créer ce qu'on appelle une sorte de prévention. Donc, les erreurs que tu commets ou les erreurs que tu fais dans ta vie te rendent plus sage. Les erreurs, moi, je dis souvent aux gens, quand les gens me regardent, ils me disent, mais comment tu fais pour être si sage à ton jeune âge? Je dis, c'est parce que j'ai trop fait d'erreurs dans ma vie. Ça m'a rendu sage. Les erreurs que tu as faites, ce sont les plus grandes sources d'inspiration pour ta destinée. Ben, ça va t'apprendre ce que tu ne dois pas faire pour te retrouver dans la situation dans laquelle tu étais. Maintenant, le biais du statu quo, quelle est la solution par rapport à ça? Prendre des risques. Ecclésiaste 11:1. Même Salomon a dit de prendre des risques. Il dit que ne t'empêche pas de prendre des risques. Ne t'empêche pas de prendre les risques. Non, c'est pas le verset. Oui, ça, c'est le verset. Oui. On dit quoi? Là, la version 8 secondes dit, je pense, jette ton peur sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ça, c'est la version 8 secondes. Mais dans la version, il y a une autre version, Parole de vie 2017, je crois qu'il explique ça. Il dit que n'hésite pas à prendre des risques. Donc, si même Dieu te dit que, gars, tu dois prendre des risques, parce que c'est en prenant les risques que tu vas te développer, que tu vas te découvrir. Voilà. Il dit, n'hésite pas à prendre des risques. À la fin,
tu pourras obtenir de bons résultats. Tu pourras. Donc, il y a une probabilité que tu obtiennes de bons résultats. Il y a aussi des probabilités que tu n'obtiennes pas. Et comme le docteur John Maxwell a dit, soit on apprend, soit on gagne. Soit on gagne, soit on apprend. Il n'y a pas que soit on échoue. Donc, prends des risques. Prenez des risques dans la vie. Prenez des risques pour aller quelque part où tu n'es jamais parti. Tu dois prendre des risques. Marcher par la foi, tu dois prendre des risques. Tu dois oser faire ce que tu n'as pas encore fait pour découvrir ce que tu es capable de faire. Je répète, tu dois oser faire ce que tu n'as pas encore fait pour découvrir ce que tu es capable de faire. C'est pour ça que la vie nous donne des épreuves, des difficultés. Pourquoi? Elles ne servent pas à te tuer. Elles servent à te révéler. Plus tu passes par quelque chose qui semble impossible, plus tu vas découvrir une nouvelle version de toi qui est capable de réaliser de grandes choses. Donc, prenons des risques. Prenons des risques. On a souvent peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout de ce que les gens vont penser. À la fin, ce n'est pas ça que tu manges. C'est ta destinée, c'est ta vie qui est en jeu. La destinée, en fait, moi j'ai compris que la destinée, c'est une vie de risque. C'est une vie de risque. Pour marcher sur les eaux, il faut prendre les risques. Pour aller à Canaan, il faut prendre des risques. Maintenant, une autre solution, avant d'arriver à la solution la plus puissante que j'ai mise ici en bas. Quand tu manques de clarté ou que tu es overwhelmed, tu es submergé par des pensées qui te disent que est-ce que tu vas arriver ici, ici, et si tu te plantes et tout, tu es confus par rapport au résultat ou au processus. Concentre-toi seulement sur la première étape. Pose-toi la question, quelle est la première étape que je dois faire? Quelle est la première chose que je dois faire? Et tu te concentres uniquement sur ça. Tu fais la première étape. Parce que le cerveau, il n'a pas encore une clarté sur tout le chemin accompli, il stresse, il panique. Mais si au moins ta première étape est claire, ça va. Quand tu vas finir la première, tu pourras maintenant passer à la deuxième de manière claire et de manière propice. Donc, concentre-toi uniquement sur la première étape. Ne te pose pas la question sur la deuxième, la troisième étape. Concentre-toi sur la première. Quelle est la première étape que je dois faire? Quand tu valides ta première étape, tu vas avancer. Et ça m'a. Et je me suis inspiré, en fait. Non, c'est pas ici, c'est. Voilà. Je me, je me suis inspiré, en fait, de ce concept par rapport aux jeux vidéo. J'ai étudié, fait la psychologie des jeux vidéo. Je me suis rendu compte que quand tu entres dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il ne te montre pas toutes les étapes que tu vas rencontrer. On t'ouvre d'abord la première étape. Là-bas, on te fait ce qu'on appelle le tutoriel. On t'apprend. On te dit, fais toutes les erreurs possibles. On te montre que tu dois manipuler ci, tu dois appuyer ça, tu dois appuyer ça. Donc, en fait, pourquoi les jeux sont addictifs? C'est qu'au départ, ils t'accompagnent doucement en te permettant de faire des erreurs. Ils te montrent qu'en fait, plus tu vas faire des erreurs, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas apprendre. Et plus tu vas te perfectionner pour passer maintenant à l'étape suivante. Donc, quand tu finis, tu réussis la première étape avec les objectifs qu'ils ont fixés, ils t'ouvrent la deuxième étape. Quand tu réussis la deuxième étape, ils t'ouvrent la troisième étape, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'ils savent que si c'est qu'ils ouvrent tout le parcours avec les difficultés présentes, tu vas te décourager. Donc, ils ont conçu que dès que tu réussis à la première étape, ton cerveau libère une hormone, l'hormone de la récompense, la dopamine. Tu es fier. Tu te dis, oui, je suis capable. C'est un peu comme une histoire que j'aime toujours utiliser par rapport à la procrastination. Ou par rapport à ça, c'est David. David, avant d'aller tuer Goliath, il raconte à Saül que quand le lion venait attaquer mes brebis, je le terrassais. Quand l'ours, après, il dit, quand l'ours venait, je le terrassais. Peut-être il y avait encore même d'autres animaux qui venaient, il n'a peut-être tout cité. Et un jour, Dieu lui a dit quoi, tu es prêt pour aller affronter ton Goliath. Commence step by step, step by step. Première étape, concentre-toi, quelle est la première étape que tu dois faire. Ensuite, quand tu as fini la deuxième étape, quelle est la deuxième étape? Soit, si tu as besoin d'avoir une clarté globale, définis un plan d'action où tu te dis, je vais commencer par ça, je vais commencer par ci. Si par exemple, moi je vais écrire un livre, je connais ce qui m'aide. La première chose que je dois avoir, c'est d'abord faire tout le plan du livre. Quand j'ai déjà fait tout le plan du livre, mon cerveau a l'impression que oh, tout c'est clair. Je sais déjà tout ce que je vais parler. Dès que j'ai le titre, je fais tout le plan du livre. Maintenant, c'est plus facile pour moi maintenant d'écrire parce que j'ai déjà fait la vue globale. OK? Très bien. Maintenant, par rapport au biais de projection, sacrifice de soi pour le futur soi. Tu dois sacrifier qui tu es aujourd'hui
pour la personne que tu veux devenir demain? Alors, je vais vous simplement faire ça sous forme d'interrogation et vous pouvez noter les questions qui vont vous aider à réfléchir. Qu'est-ce que je dois sacrifier aujourd'hui pour devenir la personne que je rêve être dans 1 an, dans 5 ans? Qu'est-ce que je dois sacrifier aujourd'hui pour devenir la personne que je rêve être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans? Qu'est-ce que, si je sacrifie aujourd'hui, mon futur sera fier de moi? Quelle est l'action que si je pose aujourd'hui, mon futur sera fier de moi? Tu agis, tu dois en fait agir dans ton aujourd'hui en fonction du futur toi que tu veux devenir. C'est aussi ça la foi. Tu ne vis pas en fonction de ton référentiel du passé. Tu vis en fonction de ton référentiel du futur. Ça veut dire, moi par exemple, quand je voulais devenir coach, en 2018, j'ai payé un énorme prix. Numéro un, j'ai désinstallé tous mes réseaux sociaux. Numéro 2, j'ai arrêté toutes mes sorties. Numéro 3, j'ai même arrêté de partir à l'église. J'étais vraiment comme en prison. J'étais en stage bloqué. J'ai pris une chambre quelque part où je me suis enfermé. Je ne sortais que quand il fallait peut-être aller manger, boire de l'eau. Vraiment, quand c'était urgent ou important. Mais je restais enfermé. Je lisais, je priais, je méditais, j'écoutais les cours, j'apprenais. J'ai fait ça au moins pendant 6 mois. Et quand je suis sorti de là, l'expertise était remplie dans mon cerveau. Pourquoi? J'ai sacrifié des choses dans mon présent pour ma gloire future, pour ce que je veux faire. Il y a une croix que tu dois porter en fait. Donc, moi, j'ai compris que pour avancer dans ces projets, ne te pose pas la question forcément, qu'est-ce que tu auras comme récompense? Tu peux te poser la question simple, qu'est-ce que je dois sacrifier dans mon temps? Qu'est-ce que je dois sacrifier aujourd'hui pour avoir ce que je veux demain? Ne pense pas en termes de récompense tout le temps, pense aussi en termes de sacrifice. Prépare ton cerveau à l'éventualité que voici ce que je dois perdre. Par exemple, les 1 heure que je pouvais passer à voir un film, je mets les 1 heure pour, pour lire un livre. Parce qu'en fait, dans la vie, chaque décision que tu prends, tu sacrifies quelque chose d'autre. Chaque choix que tu fais, si tu fais le choix, tu as sacrifié quelque chose d'autre. Le choix que je fais en passant ici, c'est que j'ai sacrifié quelque chose d'autre que j'aurais pu passer. Donc, en fait, pense en termes de ça. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ton futur? Et prépare-toi à perdre dans ton présent. Et maintenant, pour finir, voici la solution la plus puissante que j'ai découverte et que j'applique dans ma propre vie. Vraiment, moi, je n'ai plus beaucoup de choses à faire quand il s'agit de procrastination. J'appelle ça la méthode Anakazo. Je vais expliquer. Anakazo, c'est un mot grec qui signifie en français se contraindre, contrains-les, contrains-toi, Va faire la fée, papa. contrains-toi à faire. Anakazo signifie impose-toi des contraintes, contraindre les gens. Je me suis rendu compte que dans la vie, si tu veux, et c'est aussi ce que le docteur David Oyedepo, Bishop David Oyedepo a dit dans plusieurs de ses livres, il dit la méthode pour être créatif, inspiré, pour accomplir de grandes choses, c'est que tu dois taxer ton cerveau. Tu dois contraindre ton cerveau à te produire les résultats que tu désires. Parce qu'en réalité, Dieu a déposé une puissance infinie dans ton cerveau. Maintenant, pour que cette puissance-là se manifeste, tu dois imposer des contraintes à ton cerveau. Tu dois imposer des contraintes à ton cerveau, en fait. Pour qu'il réalise, excusez-moi, je veux. Tu dois imposer des contraintes à ton cerveau. Tu dois contraindre ton cerveau. Tu dois le forcer. Beaucoup de gens aiment souvent, ils disent que non, je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Je ne sens pas que je vais le faire. Aussi longtemps que tu vas écouter tes envies et tu ne sens pas, tu ne vas jamais le faire. Tu dois contraindre ton cerveau, en fait. C'est ça, Anakazo, c'est que tu dois te contraindre. Et j'ai compris que quand j'ai observé la vie des grands qui ont influencé le monde, Leonardo da Vinci, les gars comme les Mozart, les gars qui écrivaient des grands classiques, les Beethoven. On explique que, ou les grands chercheurs même, les gars qui ont trouvé des trucs en chimie, en physique, qu'est-ce qu'ils faisaient?
il partait s'enfermer dans des endroits pour faire des expériences, pour composer les musiques, pour essayer. Et il ne sortait qu'après avoir réussi. C'est où j'ai compris que la méthode Anakazola marche. Tu t'imposes certaines contraintes. Tu te dis, OK, je vais m'enfermer dans une chambre ou dans tel espace pendant 2 heures pour pondre le premier chapitre de mon livre, pour pondre, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Mais tu dois t'imposer quelque chose. Parce que dès le moment où ton cerveau sait qu'il est restreint, il est contraint, il te produit le résultat. Le cerveau n'est pas un bon disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment dire, il peut devenir ton maître en te disant quoi? J'ai envie. Il va te pousser constamment à suivre tes envies. Mais comme David ne l'a pas dit, il dit que tu dois taxer ton cerveau, tu dois imposer, tu dois te contraindre à faire ce que tu dois faire. Parfois, il y a des jours où je n'ai pas envie de faire certaines choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je m'assois et je commence juste à faire ce que j'ai. Je m'assois et je commence à faire. Je ne suis pas là à me poser les questions. Je dois commencer comment? Je dois faire que non, je m'assois et je commence par quelque chose. Je me contrains, je me force à faire. Si quelqu'un veut venir après moi, qui porte sa croix, une contrainte. On t'impose, il y a des contraintes. Regardez, quelqu'un a dit que, Alex Omozi a dit que si tu veux réussir dans la vie, il faut que réussir soit uniquement ta seule option. Et ça me rappelle avant que je ne devienne coach, c'est que j'étais dans une période, dans une saison de ma vie où soit je me sacrifiais pour apprendre tout ce que j'apprenais là, soit c'est que je savais que j'allais rater ma vie. En fait, je n'avais pas d'autre choix que de me sacrifier. Je n'avais pas d'autre choix que de m'enfermer et de lire des livres. Je n'avais plus d'autre choix parce que la pression de la vie, que la vie m'imposait, je me disais que non, je dois vivre de mes talents. Non, je dois accomplir ma destinée. Trop, c'est trop. Et la solution qui a marché pour moi, c'est quoi? Je me suis mis dans des situations contraignantes. En fait, qui m'imposaient que tu n'as pas d'autre choix. Soit tu passes par la porte étroite, soit tu passes par la porte étroite. Il n'y a pas de négociation pour passer par la porte large. Porte étroite, tu dois te contraindre. Regardez, comment aussi ça marche dans la vie courante. Tu es dans un service. Par exemple, tu es secrétaire à ABS Consulting. On te dit que tu dois rendre ton rapport le 5 août. Tu dis que non, je vais faire demain, je vais faire demain. À partir du 3, ton cerveau va commencer à lancer une alarme. Pam, pam, pam. Et tu sais qu'il y a une sanction si tu ne réussis pas, par exemple, à le faire. Pourquoi entre le 3 et le 4 où tu vas te retrouver en train de travailler comme si, en fait, tu avais toute l'énergie du monde? Pourquoi? Il y a une contrainte, un délai. Il y a une contrainte, un délai. C'est que tu dois rendre compte. Tu dois rendre compte. Donc, je me suis dit, en fait, parfois, je me suis dit, pourquoi on aime souvent attendre la dernière minute pour réaliser quelque chose qu'on aurait pu faire à la première minute? Donc, ça veut dire que si j'ai pu le faire à la dernière minute, ça veut dire que je suis aussi capable de le faire à la première minute avec la même énergie. Il suffit quoi? Anakazo. Contrains-toi. Contrains-toi à faire ce que tu dois faire. Mets-toi dans des conditions contraignantes. Parfois, quand je veux travailler, moi, je sais que mon téléphone me distrait plus. Donc, je prends mon téléphone, tout ça là, je donne à quelqu'un, ou je sors, je laisse mes téléphones à la maison. Je pars m'asseoir quelque part, je travaille. Je me mets en fait dans des conditions contraignantes pour pouvoir taxer mon cerveau. Pourquoi? Parce que quand tu élimines plusieurs options de distraction, plusieurs options, et tu montres à ton cerveau que voici la seule option que tu dois faire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, OK, il déverrouille maintenant tous ses secrets, toutes ses capacités. C'est là que tu découvres en fait de quoi tu es capable. Pourquoi tu es dans une situation contraignante? Tu es devant la mer Rouge. Derrière, il y a une armée qui te poursuit. Tu peux pas faire demi-tour. Il y a une contrainte. Tu dois avancer. Tu es contraint à avancer. Tu dois lever le bâton et la mer s'ouvre. Tu es contraint à le faire. Donc, en fait, c'est quoi? Après avoir appliqué tout ça, c'est ici que la vie va vous attendre. Impose-toi des contraintes. Quelqu'un a dit, si tu travaillais seulement 1 heure par jour sur tes objectifs, tu ferais de grâce 1 heure. C'est-à-dire que tu sais que non, j'ai ma golden hour. Mon heure en or, où je m'enferme, où je me mets quelque part. Je me concentre uniquement sur mon objectif. Et que les 1 heure ont fini. Si tu veux, tu ajoutes 2, si tu veux, tu ajoutes 3, mais au moins, tu atteins ton objectif. Tu t'es contraint.
C'est ça que d'autres vont appeler self-discipline. La discipline de soi, mais dans la vie. La procrastination, là, pour activer le cerveau non procrastinateur, il ne faut pas négocier avec la procrastination. Il faut t'imposer des contraintes. Il ne faut pas négocier avec tes émotions. Je ne dis pas que bon, ça va te rendre work addict ou tu vas faire les burn-out. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que dans ta journée, tu dois mettre du temps à part pour atteindre, pour travailler sur tes objectifs. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer et de réussir dans la vie. Donc, si tu dois retenir une chose de tout ce que j'ai expliqué, c'est que si tu veux développer la partie la plus puissante de ton cerveau, je l'appelle le lobe frontal. Lobe frontal, c'est cette partie-ci dans notre cerveau, ici. Je la développe plus dans mon livre. Ça ne marche pas les contraintes. Contrains-toi et tu vas voir de quoi tu seras capable. Ainsi s'achève dans les 30 minutes imparties mon exposé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jobrain. Merci beaucoup. Merci. Euh, je suis encore là moi-même parce que moi, j'étais en train de prendre des notes. Merci beaucoup pour ton intervention. Je ne savais pas de quoi il allait parler, comme je vous disais, mais bon, j'ai eu à être en contact avec lui et à lire Le cerveau du procrastinateur. Et il a d'autres livres, hein. Il a parlé de 5 livres. Je ne sais pas si tu as le livre pour les enfants. Je n'ai pas encore pu le lire à date parce il a écrit aussi pour comment optimiser le cerveau de vos enfants et en faire sortir le meilleur. Je ne sais pas si tu l'as à côté pour pouvoir le Euh, présenter. je le S'il prépare. n'est pas à côté, c'est pas grave. Peut-être que tu m'enverras la liste plus tard. Voici comment rendre votre enfant plus intelligent. Il faut que... Voilà. Voilà. Comment rendre votre enfant plus intelligent? Ça fait un peu flou. Le mien Là, même est ça, loin, là, malheureusement. ça va. Oui, un peu. Comment rendre votre enfant plus intelligent? Ben voilà, on a partagé sur les clés. Il était question pour nous ce soir de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action et maintenir le cap. Judith Madeleine Chuente vous a partagé des astuces, des petites choses simples. Et en fait, ce sont deux interventions qui se complètent parce qu'à la fin, Joe Brain est revenu aussi là-dessus. Lorsqu'il dit que focalisez-vous sur la première étape seulement, n'essayez pas de prendre le tout à la fois. Ce sont des interventions qui se complètent et il a vraiment eu le mérite de vous expliquer comment fonctionne votre cerveau. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il réussit à te faire le parallèle entre ton cerveau et ce que tu vois dans la parole de Dieu. Parce que les gens vont vous démontrer que la parole de Dieu, c'est quelque chose de totalement fictif, qui n'a rien à voir. Mais si vous l'écoutez un peu plus, Joe Brain, je ne sais pas, sa page Facebook, vous allez comprendre beaucoup de choses qui s'expliquent, qui sont traduites dans les Écritures, mais qui peuvent s'expliquer scientifiquement. J'ai vu une de ses publications dernièrement où il disait que scientifiquement, c'est démontré que la peur se transmet de père en fils. Scientifiquement, c'est démontré. Nous, dans la vie spirituelle, on sait que spirituellement, ça se fait, mais scientifiquement, ça en est arrivé à être démontré. Donc, ces analyses, ces recherches permettent de démontrer que tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, en fait, c'est vérité parce que scientifiquement, ça peut être révélé. Donc, du coup, vous avez un cerveau, vous savez comment est-ce que la procrastination travaille avec votre cerveau pour vous bloquer. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement aujourd'hui au travers de petites actions. Les petites actions que vous allez conserver de manière régulière au travers de ce que Judith vous a partagé. Avec le temps, vous finirez par accomplir et avoir de grands résultats. On a partagé cette thématique, c'est pour des personnes qui avaient déjà écrit leur vision, qui ont écrit un plan d'action. Si vous n'avez pas encore écrit, Joe Brain a reparlé de ça, du plan d'action qui est utile, nécessaire et important pour apporter un peu plus de clarté à votre cerveau. Vous voyez donc que toutes les précédentes thématiques n'étaient pas pour rien. Ça s'enchaînait parce que ça se complétait pour arriver donc à ce point culminant sur comment passer à l'action et maintenir le cap. On est à 21h30. Généralement, on a 2 heures de temps pour nos ateliers. On va peut-être garder 30 minutes. Hein. On va garder 30 minutes maximum pour les questions-réponses. Si vous saviez même comment cet atelier a été préparé, Joe Brain, c'est vraiment la main de Dieu. Parce que vu l'heure, Yes. c'est vraiment la main de Dieu. Vu l'heure, ça aurait été chaud pour nous. Euh,
Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre nous ont des questions, des préoccupations par rapport à ce qui a été échangé? On se donne 30 minutes, donc on va arrêter maximum à 22 heures. Si vous avez des questions, vous avez juste à lever la main et poser la question si vous n'en avez pas. Nous, on aura terminé pour cette session des ateliers pratiques et pour cette session de 2024, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont des questions? Vous avez juste à lever la main ou à ouvrir votre micro. Oui, Gaëtan, je te passe la parole. Ok, déjà, bonsoir à tout le monde. Je vais aller directement avec ma question. Je veux savoir quelle est la relation, le rapport qu'il y a entre l'indécision et la procrastivité et la procrastination. Parce que, en fait, le ressenti que moi j'ai avec l'indécision, en fait, ça trouve des sources dans la procrastination, ça trouve aussi des sources dans la procrastivité. Donc, du coup, je sais pas trop où c'est la source, l'origine de ça. Et aussi, en fait, quel est l'outil nécessaire ou bien l'outil vraiment efficace pour sortir de l'indécision? Parce que vraiment, parfois, ça me tire vers le bas, je n'arrive pas à avancer. Même quand j'avance, je rentre encore en arrière. Bon, bref, c'est un peu ça. Merci. Je te Je passe suppose la que la parole, question... Mario Brain. Tu peux répondre Ok. directement. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut d'abord identifier, tu es indécis ou vous êtes indécis par rapport à quoi? C'est déjà par rapport, déjà, numéro un. Maintenant, il y a deux choses que j'ai compris avec le cerveau, c'est que plus il y a d'options, plus tu seras indécis. Plus il y a d'options, plus tu seras indécis. Plus tu te dis que, bon, il y a peut-être plusieurs chemins que je peux essayer à une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ton cerveau aura du mal. Mais si c'est que tu commences à limiter tes options à deux, pas, tu vas pouvoir choisir facilement. Bill Gates a expliqué qu'il y a ce qu'on appelle la décision, la fatigue de décision. C'est que plus dans la journée, il y a des choix qui te sont imposés, plus tu auras du mal à prendre des décisions. Maintenant, parfois aussi, est-ce que derrière cette indécision-là, il n'y a pas la peur de se tromper? Ou la peur, ou bien c'est que je veux d'abord être sûr avant de me lancer. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Est-ce que vous ne pouvez pas aussi regarder dans ce sens? Parce qu'il y a aussi ça, c'est que on est parfois indécis de prendre un chemin parce qu'on s'est dit, bah, ici je me trompe, ici je me plante. Mais moi, je crois que la meilleure façon pour moi de surmonter l'indécision, parfois, c'est de faire ce qui te fait peur. Ce qui te fait peur n'est pas forcément un indicateur que tu vas échouer, ou bien tu vas mal faire, ou bien tu ne dois pas le faire. Parfois, ce qui te fait peur est l'indicateur que tu dois le faire. Pourquoi? Parce que l'inconnu va toujours déclencher la peur dans ton cerveau. Parce que le cerveau, face à l'inconnu, il déclenche la peur. Or, est-ce que ça veut dire qu'on doit parler vers quelque chose d'inconnu? Non. La peur, en fait, est juste là pour te dire que tu dois faire tu dois aller, voici le chemin que tu dois faire. Et te rendre compte plus tard que, ah, euh, je, je, ça n'en valait, en fait, ça, c'était pas si effrayant que ça. Donc, je ne sais pas si ce que je t'ai donné là répond pas à tes questions, mais voilà un peu ce que je peux dire, quoi. Ok, merci. J'ai les réponses à des questions. En fait, moi, mon indécision, en fait, ça trouve des sources dans la peur déjà et puis dans l'excès de choix. Voilà, L'excès de, merci. L'excès de choix, en fait, quand j'ai plusieurs choix, je ne sais pas quel est le voilà, meilleur. Et tout. Voilà, voilà. Diminue c'est ça. seulement tes choix et puis voilà, diminue seulement. Ok, merci. Gaëtan, excuse-moi, j'ai dû me lever. Gaëtan, tu disais, tu as eu ta réponse? Oui, je disais que j'ai eu ma réponse. Déjà, pour la peur peut être un indicateur aussi, donc il faut affronter ses peurs. Et puis, pour l'excès de choix, il faut réduire ses choix. Donc, voilà déjà les deux réponses que je vais expérimenter.
Merci. D'accord. Identifie exactement par rapport à quoi est-ce que tu es indécis aussi à la base et te rassurer que c'est la véritable raison pour laquelle tu es indécis. Maintenant, tu réduis le nombre de choix également. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Sur l'effet cumulé, vous avez tout compris? Sur le cerveau procrastinateur, vous avez tout compris? Ben, mais si c'est compris, c'est top alors. Parce que notre heure est même très avancée. OK. S'il n'y a pas d'autres interventions, du coup, il ne me reste plus qu'à remercier Judith et à remercier Jobrain. Merci vraiment pour votre disponibilité pour prendre part et être orateur à cet atelier. Vraiment, ça a été un honneur pour nous, ABS, de vous avoir. Les conditions dans lesquelles vous vous êtes étiré en quatre pour être disponible, vraiment, merci infiniment. J'espère que les participants, vous avez pu apprendre quelque chose. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose de notre parcours des ateliers pratiques d'ABS, parce que comme je le disais, c'est notre dernière session. Et Dieu a bien voulu se garder deux participants, deux invités pour cette dernière session pour nous donner un peu la totalité de ce dont on avait besoin pour pouvoir passer à l'action. Nous, on va fermer cette session 2024 des ateliers pratiques. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le groupe WhatsApp. Bref, on reviendra vers vous pour ceux qui sont déjà inscrits dans le groupe WhatsApp. Il y a d'autres projets avec ABS qui doivent voir le jour. Restez juste connectés, mais je crois que je vais appliquer le conseil de Joe Brain. Il va d'abord falloir que je me retire pour avoir la clarté de ce qu'il convient de faire et de la prochaine direction qu'on va prendre. Mais notre but sera toujours à la base de pouvoir aider les personnes à se manager elles-mêmes pour ensuite aspirer à manager ce qu'elles enfantent, c'est-à-dire organisation, famille, entreprise, tout ce qui est cela, et ensuite vous aider à tirer d'autres personnes à devenir ce que vous êtes devenus. C'est un peu ça la vision de Azira Business Solution. Ça a été un véritable plaisir pour nous de faire ce parcours avec vous. On a lancé un nouveau programme et vous nous avez suivis de bout en bout pour ceux qui sont là depuis le début. Ça a été un véritable honneur pour nous de vous avoir. On espère vous garder connectés à tout ce qui viendra par la suite. Si jamais vous avez des questions, et partagez-nous peut-être vos témoignages aussi de cette session 2024 des ateliers pratiques d'ABS. Si vous avez été édifié par quelque chose, si ces ATP vous ont apporté quelque chose, si vous avez pris des engagements pour la suite, partagez-les nous. Ça nous fera plaisir de nous rendre compte que on a pu vous aider d'une manière ou d'une autre à passer à autre chose dans votre vie. Et on espère pouvoir continuer ensemble et bâtir quelque chose de plus grand. Mon premier fardeau, c'est le Cameroun et j'espère que du Cameroun, on pourra s'étendre encore au-delà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été connectés. On se dit ciao à ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Sentez-vous libre de vous y exprimer. Sinon, on se voit sur nos prochaines communications, sur nos différentes pages et notre chaîne YouTube. Bonne soirée. Au revoir. On Bonne peut se soirée. connecter. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, merci. C'était super. Bonne soirée.